Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Je suis très heureux de vous retrouver pour le débrief de Pokljuka, 8e étape de la Coupe du Monde. Et oui, malheureusement, il ne nous reste plus qu'une semaine de Coupe du Monde à la fin de l'hiver. C'est malheureusement, cette saison touche à sa fin. Alors pour rappel, avant de se projeter donc sur ce débrief, nous avons tourné un épisode avec Amandine Mangin qui est sorti il y a quelques jours. Donc si vous ne l'avez pas écouté, évidemment, je vous encourage à le faire. La Vosgienne qui sera à Holmenkollen justement pour ses premières courses de Coupe du Monde. Donc écoutez cet épisode très très intéressant. Mais donc aujourd'hui, place au débrief de Pokljuka. Il y avait 3 courses au programme. Il y avait des individuels courts, des mass start et des relais mixtes. Et pour revenir sur tout ça, je suis avec Aurélie et Mila. Salut toutes les deux. Salut Romain. Bon, Nové Mesto, c'était le soleil, les t-shirts, shirts, Bob. Pokljuka, là, c'était totalement l'inverse. Ouais. C'était un peu cata, surtout la météo. On a même cru à un moment que ça allait peut-être pas du tout pouvoir se tenir, quoi. Donc, On a cru à un moment donné que ça allait être annulé à cause de la pluie et quelques jours plus tard parce qu'il y avait trop de neige, peut-être parce que c'était vraiment le jour et la nuit. C'était des conditions extrêmes là, à Pokljuka là. Ouais, c'était exigeant. On le voyait, on voyait sur la piste quoi que ça, c'était chaud quoi. Ouais, ah oui. Déjà on voit que c'est une piste qui est quand même très très dure. Pokljuka, avec ces conditions, les biathlètes en ont bavé. Et d'ailleurs, les BU avaient coupé certaines parties de la piste avec certains virages dangereux parce que avec ces conditions, il y avait déjà eu quelques chutes auparavant sur les individuels. Ils avaient fermé cette partie, heureusement, je pense. Mais c'est vrai que il est temps que cette saison se termine. Aurélie, on en parlait en amont. On sent que les biathlètes sont fatigués là. Ouais, pour nous, les téléspectateurs, les fans du biathlon, c'est toujours triste quand la saison se termine. Mais aujourd'hui, alors particulièrement cette étape, je me suis dit, mais en fait, il est quand même temps que ça se termine pour eux parce que la plupart ont quand même l'air tous un peu au bout du rouleau. Ils ont l'air fatigués. Aussi bien physiquement que mentalement. Après, je pense que comme on en parlait, la piste de Pokljuka a pas aidé, mais ils sont quand même un peu tous l'air au bout là. Je pense qu'ils attendent la semaine prochaine avec impatience. C'est vrai, la semaine prochaine. Je pense qu'on est beaucoup à attendre la semaine prochaine avec impatience, mais ça va être une étape riche en émotions, mais on n'y est pas encore. Aurélie, garde les mouchoirs de côté. Ils sont prêts, tout est prêt. Ils sont prêts. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va rester sur Pokljuka. Donc, il y avait, je le disais, les 6 courses. On va revenir évidemment sur la course au gros globe chez les dames et chez les hommes. Chez les dames, avec Lou Jean Monod qui reprend encore des points sur Franziska Preuss. Plus que 20 points d'écart entre la française et l'allemande. Vous allez me donner votre sentiment après cette étape slovène. Et avant les 3 courses qui restent du coup en Norvège, on reviendra aussi sur la victoire de Julia Simon sur l'individuel, sur les autres performances françaises, sur aussi... on va faire aussi une petite opposition slovène entre Jakov Fak et Lampic qui ont performé pour leur pays devant leur public. On parlera aussi donc des Français, des hommes, avec ce doublé magnifique avec Eric Perrault et Quentin Fillon-Maillet sur la mass start. Une superbe course. On parlera évidemment des autres tricolores. De la course donc au gros globe entre Sturla et Johannes malade qui a peut-être dit adieu à son 6e gros globe de cristal. Je vous demanderai aussi vos performances, contre-performances. On verra évidemment. Vos performances, contre-performances. On fera aussi une partie BU Cup, dernière étape qui s'est jouée ces derniers jours à Otepa avec la victoire finale de Camille Benet. D'ailleurs, vous aurez une réaction de Camille sur la fin de cet épisode. Et enfin, on vous donnera le programme de l'étape d'Holmenkollen, dernière étape donc, de cette saison de Coupe du Monde 2024-2025. Bien, Aurélie, Mila, vous êtes prêtes ? Prête. Ouais. Allez, c'est parti, jingle.
Et donc, pour commencer, la question rituelle, Aurélie, ta course de cette semaine à Pokljuka. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la Mastart Homme parce que bon, déjà il y a un doublé, mais le reste du top 10 c'est pas dégueu non plus. Il y a quand même une 4e place, Emilien, et puis un retour gagnant d'Antonin Guigona avec un 20 sur 20, une 9e place. Ça c'était chouette à voir. J'ai aimé aussi la dramaturgie de la course. On avait quand même très souvent une caravane française qui suivait Sturla ou CB. Et puis finalement, à la fin, on s'en tire avec Eric et puis Quentin sur le podium. Sturla qui fait un petit peu suer de venir prendre la 3e place à Fabien, mais il vient pas lui prendre. Il a une grosse avance sur Fabien, mais quand même, on aurait aimé avoir ce triplé. Et puis CB qui craque sur le dernier tir. Enfin, la course était sympa. Voilà, j'ai kiffé. D'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, mais on va évidemment avoir une partie de Samuelson. Aurélie, Aurélie, on le sent déjà, est très motivée à l'idée de parler de CB, mais on n'en doute Oui, pas. Toujours. Mila, ta course. Moi, c'est la Mastart Femme. C'est la course, en fait, pour moi, honnêtement, où il y avait le plus d'enjeux et qui m'a le plus fait vibrer avec la victoire de Lou. Alors, c'est sûr que je l'aurais bien aimé que Preuss, notre cher ami Preuss, se soit un petit peu plus derrière. Mais non, honnêtement, course incroyable. Sûrement l'une des fois où Lou m'a le plus impressionné en termes de gestion du mental et de ses émotions, chose où il y avait vraiment un blocage jusqu'à présent. Et là, elle l'a hyper bien géré. Donc, elle reprend quand même des points précieux. Et puis, comme disait Aurélie, le reste du top 10 n'est pas dégueu non plus. On a Jeanne, bon, qui vient prendre une 4e place, qui est toujours, enfin, ça fait toujours plaisir. Après, bon, voilà, les Françaises ont un peu moins performé à ce niveau-là, mais moi j'ai bien aimé le côté où dès le début de la course, elles sont 3, 4, enfin elles sont 4 je crois même à faire 0 faute, ou non 3, enfin bref, je sais plus. Elles sont toutes dans le coup en fait, et c'est cool de les voir jouer devant dès le début de la course. Après forcément il y a des aléas, il y a des erreurs un peu de tous les côtés, mais ouais, non, Lou m'a vraiment impressionné et je suis hyper contente de cette course, quoi. Elle est en mission, Lou, sur cette course dès le début. Ouais. Elle est devant, hein. Dès le premier tir, elle est partie seule en tête, et on l'a plus jamais revue malgré ses petites fautes au premier debout. On va en reparler. Alors avant justement de parler du gros globe de cristal et de Lou Jean Monod, je voulais un peu me débarrasser de ce qu'on a vu dimanche sur les relais mixtes. Me débarrasser, c'est un grand mot, parce que il y a quand même 2 belles performances globales quand même pour l'équipe de France. On va pas cracher dessus, hein. On est gourmand quand même. On est difficile avec cette équipe de France au vu de tout ce qu'ils nous donne depuis le début d'hiver, mais au final, il n'y a pas ce globe du relais mixte alors qu'on était en tête de ce classement. Mila, il y a quand même une déception finalement, même si, comme je le disais, il y a quand même une 2e place sur le mixte, une 4e place sur le mixte simple. On crache pas dessus, mais on sort un peu triste quand même de ce week-end en Slovénie. Bah, je vais être peut-être un petit peu too much, je sais pas, vous me direz, mais pour moi, 4e sur un relais mixte simple avec l'équipe de France, c'est pas un hyper bon résultat. Enfin, oui, forcément, non, mais ça reste un bon résultat parce que ça reste une 4e place, mais déjà, il n'y a pas de podium. Et bon, on est champion du monde en titre, encore une fois, c'est pas les mêmes personnes qui sont alignées. Et quand on voit l'équipe alignée, en fait, tu te dis, c'est clairement tout ou rien. Soit ça finit premier avec 2 minutes d'avance, soit ça finit un peu dans les choux. Et là, c'est un peu le cas. Bon, au final, 4e, c'est pas si horrible que ça quand on voit. Ça va quand même, hein, on est. Oui, sachant qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés bien plus loin. Mais c'est sûr que c'est un peu une déception de ne pas finir sur le podium. Après, pour le relais mixte, 2e place, encore une fois, c'est quand même très bien. C'est vrai que ça fait un peu suer juste de finir si proche des Suédois. Après, voilà, on ne peut pas non plus gagner tous les relais à chaque fois. Dans les relais genrés, on a été au-dessus largement de tout le monde toute la saison. Bah, sur les mixtes, c'est un peu plus bataillé avec la Suède qui a le globe. Donc, oui, il y a de la déception, mais d'un autre côté, on peut pas gagner à tous les coups. Et là, c'est Jeanne qui a un peu pêché au début du relais mixte. Chez le relais mixte simple, autant Emilien que Justine n'ont pas fait des relais exceptionnels. Donc, c'est la vie, fallait que ça arrive à un moment donné, quoi. Ouais. Aurélie, Emilien, il nous est de la peine sur les skis. On sent que c'est difficile dans cette fin de saison pour lui. Hein. Bah ouais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. J'ai du mal à comprendre. Alors, je suis pas coach, hein, ils ont sûrement des bonnes raisons, ils savent mieux que nous, mais j'ai du mal à comprendre le choix de cette paire Emilien-Justine sur un mixte simple. D'autant qu'Emilien avait l'air fatigué. Enfin, il n'était pas fatigué juste
le jour du relais, quoi. Pourquoi on n'a pas mis Fabien à la place? Je sais pas trop. Alors Fabien Euh, revenait de maladie, il me semble, donc peut-être Ouais, mais qu'ils ont pas. ouais, oui, peut-être, ouais, mais ouais, je sais pas. Quand j'ai vu j'ai vu l'équipe alignée, j'ai dit Emilien Justine, j'ai dit soit on va être flamboyant Ouais. et ça va être une course mais fantastique, soit ça va être la cata. Alors c'est ni l'un ni l'autre finalement. Au final, oui. Oui. Ouais, mais ça reste effectivement un peu décevant. Ouais, bah ce serait moins grave si ça n'avait pas été le dernier relais de la saison, on va dire. On aurait peut-être pris ça mieux s'ils avaient été le premier à Conti-Olarti ou ailleurs, mais là, c'est vrai qu'il y avait quand même un peu de déception. D'un autre côté, j'ai eu l'impression on a un peu fait avec les armes qu'on avait, les forces en présence aujourd'hui Oui. à mettre les athlètes qu'on pouvait en fait. Donc ouais, peut-être que la France était peut-être un petit peu au bout était un petit peu à bout de souffle, on va dire. Quelques athlètes qui restaient et ceux qui ont encore des choses à jouer, à peut-être épargner peut-être les Julia Simon qui est peut-être aussi malade aussi, non, il me semble un petit Oui, peu, Un peu, ouais. et puis qui a encore peut-être, bon, elle a peut-être pas le gros globe à jouer, mais elle a encore peut-être plus à jouer. Lou a encore des choses à jouer, donc peut-être que voilà, on a d'y aller. Mais je rejoins Et- Aurélie sur le choix juste d'Emilien. C'est vrai que le single mixte, enfin, le mixte simple, ouais, c'est un format hyper dynamique. Enfin, sûrement le plus intense de tous les formats de course. Ça va hyper vite et il faut vraiment avoir cette fraîcheur physique, je trouve, que là, à laquelle on a manqué. Et c'est vrai que je suis totalement d'accord sur ce choix-là qui paraît un peu. Enfin, quand on voit l'écroulement d'Emilien sur la mass start hier, il reste 25 minutes au sol dans l'air d'arrivée. Bon, j'abuse un peu, mais tu te un peu, demandes oui. pourquoi il a été privilégié vis-à-vis d'un Fabien, par exemple, qui, physiquement parlant, il quand même, fait meilleure impression pour le coup. Donc, ouais, c'est assez étonnant ce choix-là, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas non plus la catastrophe, quoi. Non, ça reste une 4e place quand même pour Emilien et Justine, à qui on prédisait pire pour beaucoup, comme je le disais, mais c'est vrai qu'au final, ça nous coûte quelques points et ces quelques points Mm. nous coûtent aussi le globe. Après, bon, c'est aussi l'accumulation de points aussi, de relais sur toute la saison. Il n'y a pas que ces relais-là Oui. qui comptent. Oui, bien sûr. Oui. Puis on gagne les 2 relais mixtes aux mondiaux. C'est aussi un peu Oui. pour se consoler un peu, on va dire. Oui, regarder les titres mondiaux de notre côté et aller Voilà. partager un petit globe pour les autres. Voilà, on n'est pas non plus, on Bon, veut pas tout accaparer non plus, quoi. Enfin, faut un moi, peu faire partager les autres. personnellement, je trouve qu'une médaille aux mondiaux, une médaille aux Jeux Olympiques, pour moi, ça a plus Oui, d'importance qu'un petit globe, en fait. oui, je suis d'accord. Je vois plus de prestige là-dedans que dans un petit globe qui peut finalement se gagner au point sans avoir gagné une seule course. Après, ça Alors, récompense la régularité aussi, quoi. ça Là où récompense sur la une course des régularité. mondiaux, ça peut être un peu un concours de circonstances et tu peux C'est avoir une vrai, équipe qui peut un peu gagner ou faire un podium alors qu'elle n'a pas forcément performé c'est le reste de vrai. la saison. Mais oui, je suis Mais d'accord. c'est aussi la course où il faut être là, il faut être prêt si tu Oui, veux bien la sûr. gagner. Et puis moi après, moi, c'est perso, hein, j'y vois plus. Je suis plus content de la médaille des mondiaux que je l'aurais Oui, été du petit globe. Voilà. oui, ouais, pareil. Bon, en tout cas, donc c'est la Suède qui remporte ce globe Ouais. mixte. Ça, c'est moche. Ah, le seum, Aurélie. Mais par contre, moi, j'ai quand même tiré une bonne nouvelle de ces relais mixtes. C'est que par contre, on a fini 2 fois devant la Norvège. Alors, pas parce que c'est bien de terminer devant la Norvège, hein. T'inquiète pas, Aurélie, là, je sais que Ouais, ça va t'inquiète. t'énerver. Mais non, c'est parce que ces relais mixtes comptent pour les Coupes des Nations, les globes des Coupes des Nations. Alors, autant chez les dames, bon, on est largement devant et d'ailleurs, on l'a déjà gagné finalement. Par contre, chez les hommes, c'était tout restait à faire. On avait 160 points d'avance sur la Norvège et maintenant on a 226 points d'avance sur la Ah, Norvège. Il ne reste plus que le sprint à jouer. Donc clairement, c'est quasiment fait, sauf catastrophe. On devrait remporter pour la première fois, la France, les hommes devraient remporter pour la première fois de leur histoire le globe de la Coupe des Nations. c'est Ce beau serait ça. quand même, ouais, ce serait assez exceptionnel. On l'avait déjà parlé, hein, lors du débrief de Nové Mesto, ça a une sacrée performance quand même face à la Norvège qui surdomine ce classement depuis des années. Un Mm. classement qui prend en compte, je rappelle, les sprints, les individuels et tous les relais. Non, c'est une sacrée performance avec en plus, on le sait, le globe du relais homme hein, qui a été gagné aussi. Je crois que personne ne l'aurait prédit, Aurélie, avant ce début de saison, de gagner ces 2 relais, ces 2 globes collectifs.
Non, clairement pas. Comme quoi, je le dis souvent, mais c'est vrai que le biathlon est compliqué à pronostiquer finalement parce que il y a tellement d'imprévus, ou d'imprévus ou de nouveaux talents qui émergent ou d'une saison à l'autre. Mais c'est certain qu'on était moi, j'étais très très pessimiste sur le preview homme avant le début de saison. Et donc finalement de se retrouver en fin de saison là avec une équipe masculine et féminine qui a performé comme elle l'a fait, c'est aussi improbable que fantastique. Et puis en plus, ça se fait en une année où on a encore quand même les frères Beu, quoi. Enfin, ils n'ont pas non plus attendu l'année prochaine pour tout rafler, entre guillemets, une fois que les deux légendes norvégiennes partent. Donc, c'est ça que je trouve d'autant plus beau. Et moi, à titre personnel, c'est la saison que depuis que je regarde le biathlon où on domine autant, à la fois chez les filles et chez les Je gars. pense que c'est la saison toujours. Oui, autant, de hein. l'histoire. C'est historique, ouais. Bien sûr, ouais. Mais non, ça fait. Mais chez les gars, en tout cas, c'est la première fois. Enfin, c'est l'une des premières fois, ouais, où on est devant, quoi. Donc ça fait Il y plaisir. avait quand même la saison. L'après Martin aussi, il y avait quand même des super performances des Français, avec Quentin, Emilien aussi qui jouent aux avant-postes. Mm. Mais c'est vrai que là, il y a aussi Eric qui rentre dans le jeu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est aussi Eric qui apporte quand même un élément ultra performant. oui. Ah ouais. Oui, je pense que c'est un peu la locomotive même de l'équipe Ah ouais. masculine. Hein. C'est lui qui son arrivée, je pense, dans l'équipe masculine qui a relancé une nouvelle émulation, on va dire, avec Quentin qui était quand même plus dans la difficulté ces dernières années, Emilien qui était un peu Remise on-off. en question. Ouais. Ouais, À on chaque savait pas saison, trop lui-même. Je pense que Eric qui a commencé à arriver et qui a commencé à faire des belles perfs comme ça, je pense que ça a pu relancer le collectif en fait. Donc il reste encore 3 courses pour les hommes. Alors déjà le sprint pour sécuriser la Coupe des Nations et ensuite on va en reparler évidemment de cette fin de saison pour les hommes avec des objectifs, notamment le top 3 mondial, cette 3e place détenue pour le moment pour Eric Perrault. Bien, maintenant on va passer donc aux Françaises et à la Française qui joue le Gros Globe de Cristal. Évidemment, je parle de Lou Jean Monod. Un duel entre l'Allemande Franziska Preuss et donc Lou Jean Monod qui est plus intense que jamais. Il n'y a plus que 20 points d'écart entre les deux biathlètes. La semaine dernière, on avait quand même quelques regrets au niveau de la poursuite. L'écart était 36 points, là maintenant il est de 20. La Française a donc gagné 16 points après une 7e place sur l'individuel et une victoire sur la mass start. C'est quoi votre sentiment à la suite de cette étape? Comment vous voyez les choses là? Moi, je suis globalement satisfaite parce que on peut pas ne pas l'être quand on voit que l'écart se réduit. Surtout qu'on finit sur quand même une première place, donc pour le coup, elle peut pas faire mieux concrètement. J'ai quand même des regrets sur l'individuel, honnêtement, parce que cette dernière balle qu'elle rate, et tout de suite, ça peut la faire passer de la 7e place à je me souviens plus exactement des conditions de la course, mais peut-être pas podium, mais je sais plus en fait, mais honnêtement, Un elle peu peut comme la gagner. poursuite de Novi Mesto, en fait. Ouais, La c'est balle ça. près. C'est vrai que c'est le jeu du biathlon, en fait, finalement. En fait, Ouais. c'est ça, mais en fait, quand sur le deuxième coucher, là, elle fait non, sur le premier debout, pardon, elle fait déjà une erreur. Bon, ça la met un peu ça lui donne un peu de retard, mais c'est vrai que la dernière balle, je sais plus si c'est la dernière d'ailleurs, mais sur le dernier debout, elle rate la balle de trop et ça la fait reculer d'un coup. Et forcément, vis-à-vis de Preuss qui est 3e, là, ça, encore une fois, elle perd des points. Donc, elle se rattrape hyper bien sur la mass start et on est tous hyper heureux de cette course. Moi, je pense qu'elle peut toujours le faire. J'y crois honnêtement. 20 Clairement. points, oui. 20 points, Oui, oui. mais après, on dit ça à chaque fois, mais en fait, si Preuss, là, pour moi, c'est Lou, il faut qu'elle soit parfaite, mais il faut aussi espérer des erreurs du côté de Preuss, parce que si Il Preuss. faut qu'elle soit devant Ah. Preuss en fait. Ouais, c'est forcément, ça. hein. Faut On qu'elle sent soit quand même devant que Preuss. si Lou est parfaite, Si Lou, elle est plus forte. si Lou est parfaite, oui, c'est ça. En fait, c'est ce que je pensais, c'est que si Lou est parfaite sur les dernières courses, il y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais moi, en fait, j'ai toujours peur de la régularité de Preuss parce que là, même malgré sa mass start qui démarre pas hyper bien, elle fait 5e.
elle s'accroche quand même au truc, quoi. Ouais, Elle mais va ça ne pas, suffit plus. Ça ne va pas suffire une 5e place si Lou performe à Ouais, mais Oslo. est-ce que Lou est capable de refaire la même course là? Ah bah ça. Ça, malheureusement, on peut pas savoir. Mais après, non, moi j'y crois et je pense que ça va le faire. Mais on va voir aussi si niveau mental, en fait, si ça va le faire pour Lou, parce que là, on va vraiment arriver dans le money time où il n'y a plus le choix et s'il n'y a même plus de course de bonus ou de marge d'erreur. Là, il faut juste qu'elle soit hyper performante et on l'a pas encore. Enfin, c'est la première fois qu'elle va se retrouver dans cette situation-là. D'ailleurs, pareil pour Preuss. Donc finalement, ça va être un peu nouveau pour L2. Donc à voir laquelle va prendre l'ascendant psychologique sur l'autre. Mais ça va être intéressant à voir, quoi. Pour rappel, entre une première et une deuxième place, 15 points. Ouais. Donc 20 points d'écart. Donc pour vous dire que Ouais. ça peut très vite basculer dans un sens comme dans un autre sur cette étape. Mais ça serait quand même course. cool que ça se joue un peu, genre à la dernière course. Bah ouais, un moi, c'est truc ce que un je peu veux. incroyable, genre il reste quelques points à peine d'écart et puis bah il se passe une dinguerie, Lou fait une course de fou, elle gagne comme ça sur la dernière course, Comme on avait eu entre Vier et Ekhoff il y a quelques années. Ah ouais. Comme aussi Kuzmina et Makarinen, il me semble aussi en Russie à Tjumen où ça se jouait aussi dans les derniers tours. C'est forcément après pour notre cœur, c'est peut-être pas forcément bon, c'est sûr. Mais c'est vrai que. Voilà, déjà le cœur sur le dernier tir sur les deux bouts de la Mastart, déjà j'étais pas hyper. J'étais un peu tendue déjà, donc bon. Moi, j'étais tendu dès le début de course, pour vous dire. Mais on est un peu maso quand même, les supporters de biathlon, les fans de biathlon, parce que on sait comment ça se passe, on sait le stress que ça donne, mais on aime regarder. On regarde pour ça même, non? Oui, Moi, je regarde pour ça. J'ai pas envie de voir une course bouclée d'avance. Moi, j'espère que aussi bien le gros globe masculin que féminin se jouera dimanche prochain sur les deux Mastart. Moi, j'y crois. J'ai envie de voir une Mastart pour ça, la dernière de la saison. En tout cas, Aurélie, Lou a été en mission quand même sur la Mastart. Ah oui. Franchement, et même impressionnante, même sur ce tir debout, quand même, elle nous rassure, il nous fait du bien. Ah oui, clairement, elle était en mission et puis elle est quand même en meilleure forme que Preuss sur les skis, non? Il me semblait que alors, elle met sur la Mastart, elle met entre guillemets que 20 et quelques secondes. C'est pas non plus comme on a pu le penser, mais oui, elle est en meilleure forme quand même comme depuis début janvier finalement. J'ai l'impression il y a quand même une différence de fait. Ouais, et moi je pense que Preuss, elle commence aussi parce qu'il n'y a pas que les Français qui comptent les points. Je pense que les Allemands, ils comptent les points aussi. et ils voient Lou qui se rapproche petit à petit, course après course. Je pense que les 3 courses qui restent, la mission, ça va être l'une comme pour l'autre, ça va être de finir devant l'autre en fait. Ouais. Et puis il vaut mieux parfois être chasseur qu'être chassé. Et voilà. Et puis arriver à rattraper le chassé sur la dernière course finalement. Un chasseur chassé sans sa carabine et une leader du classement général. Donc Franchi, à mon avis, elle est quand même pas sereine. Elle y pense aussi à ce maillot jaune qu'elle a porté quasi toute la saison, si c'est pas toute la saison. Parce que nous, on est du point de vue français, forcément, on est ambitieux, on a envie qu'elle. Oui, mais la tragédie, t'imagines? On se met du point de vue allemand. L'énorme désillusion quand même. La tragédie. Ça sera de la commedia dell'arte, la dramaturgie de saison. Ouais. Ça serait quand même terrible. Enfin, alors, vas-y, parce qu'évidemment, nous, on supporte Lou, de toute façon, on va pas se le cacher. Enfin, vous l'entendez, de toute façon, on supporte les Français. Mais si on se place quand même 30 secondes du côté allemand, même de Franziska Preuss, c'est affreux. Ah ouais, c'est tragique. Elle a porté le maillot jaune toute la saison. Elle a dominé le classement, même pas mal par moment. Et puis sur la dernière course, elle se fait prendre le gros globe. C'est un coup un peu comme Tendrevold l'an dernier aussi. Ouais, voilà. C'est un coup à dire, allez, j'en peux plus de ce sport, vous me faites tuer, j'en ai marre, quoi. Rage quitte, là. Ouais. Mais c'est vrai que non, ça va être un sacré duel jusqu'à la fin. Après, voilà, faites vos jeux. Mais c'est vrai que Lou a impressionné sur la Mastart. Elle a remporté son 7e succès de la saison. Aucune Française n'avait fait cela jusqu'ici. C'est quand même une saison incroyable pour Lou, peu importe ce qui se passe à la fin. Forcément, il y aura la déception s'il n'y a pas ce gros globe, surtout pour elle. Mais ça restera comme une super saison avec ses victoires. Ce globe déjà dans la poche, celui d'individuel, on ne l'oublie pas.
c'est déjà un petit globe en poche, hein, même si pour Aurélie, ça compte pas par rapport à une médaille mondiale ou un titre olympique, on a compris. Ça compte moins. Bah, surtout là, Mais les circonstances, si elle finit par pas remporter le général, je suis pas certaine que, entre guillemets, le petit globe de l'Indiv la console, entre guillemets. Enfin, je pense que ça sera oui, un peu anecdotique par rapport à l'ambition première qui était le Un général. un petit prix de consolation quand même. Et Oui, mais puis, bon, je pense qu'il y aura quand même de déception, quoi. Mais bon, on va essayer de pas penser à ça. 3 courses encore, Mila et Aurélie, pour décider du sort de cette course de Coupe du Monde, cette course au gros globe. Et évidemment, on espère de notre côté que ça ira en faveur de Lou. Mais bon, si c'est Prost qui le remporte, de toute façon, ça sera amplement mérité au vu de sa saison et de sa régularité. Elle a porté, on l'a dit, de Sargent tout au long de l'hiver et elle ne l'aura pas volé. Maintenant, je parlais de Julia Simon. Julia qui a remporté l'individuel court quelques semaines après son titre mondial sur cette course à Lanzarote. Elle a fait une course un peu comme le sprint de Nové Mesto où elle est partie assez lentement, en tout cas prudemment. On s'est dit, oulala, déjà pas mal de retard. Et finalement, elle a aussi ensuite à maintenir son ski et à tirer. Aurélie, ouais. voilà, hein. Elle, Que dire, hein. c'est ça. Je pense elle a gagné la course à 90% sur le pas de tir, hein, tout simplement. Elle a fait une course de reine, hein, pour moi, pour le coup, Ouais. une course parfaite, une course de patronne, en fait. J'ai cru comprendre, on en parlait, qu'elle n'était pas en plus en super forme en ce moment, en termes de santé. Bah, excusez-moi, mais chapeau, quoi. Moi, Ouais, j'aimerais parce bien que. Ouais, Mila. Non, j'ai dit, moi, si je pouvais faire des 20 sur 20 en étant malade. Ouais. Puis Bah, ouais. moi, jeudi, elle était en début de maladie parce que alors, il me semble que elle est en chambre avec Sophie Chauveau qui était malade. Ah, Donc, Ouais. sans doute que sont passés des microbes, Julia et Sophie. Enfin, Sophie à Julia, a priori. Et elle était encore un peu en forme sur l'individuel. Et on l'a vu sur la mass start, elle n'était pas dans le coup. Elle a fini 12e tout de même, hein, en étant malade. Donc, bon, on va pas analyser cette mass start pour Julia parce que forcément, oui. en étant malade. Mais c'est vrai que cette fin de saison de Julia, quand même, qui se remobilise. Alors, je dis pas qu'elle a été démobilisée, mais le début de saison a été un peu compliqué, comme celui de l'hiver dernier. Puis les mondiaux approchent, on sent qu'elle monte en régime et bon, elle claque 4 titres mondiaux et elle poursuit sur ce flow, quoi, sur cette vague, sur cette fin de saison. Et maintenant, elle est 3e du général, Mila. Est-ce on peut avoir des regrets au vu de cette fin de saison de folie ou pas? Bah, de toute façon, on peut pas refaire la saison. Ce qui est fait est fait. Moi, je pense que, encore une fois, je considère que elle a pas raté sa saison, loin de là. Enfin, évidemment, elle Ah fait une non. super saison. Mm. Elle fait des super mondiaux et en fait, je me dis, il y aura peut-être des regrets de son côté, mais quand tu l'entends parler en interview d'après course, enfin, elle est vraiment, j'ai l'impression qu'elle est sereine, qu'elle est contente de ses perfs. Et en fait, moi, je me dis qu'il vaut mieux finir que mieux commencer, enfin, et pas l'inverse. Enfin, il vaut mieux qu'elle finisse mieux qu'elle n'a commencé plutôt que ça soit l'inverse. Je sais pas si je suis claire. On a Euh, compris. ouais, voilà. Bon, enfin, moi, je trouve que elle est, enfin, ses tirs, enfin, je suis désolée, mais c'est exceptionnel. Enfin, pour le coup, Julia Simon, depuis quelques courses, quand elle arrive sur le pas de tir, limite, je ferme les yeux, quoi. Je regarde même pas. Enfin, j'ai aucun doute sur l'issue du tir. Enfin, elle est pas du tout la plus forte physiquement, mais par contre, en fait, elle a une sérénité sur le pas de tir qui est assez incroyable. Et il y aura peut-être des regrets, oui, sur quelques petites courses de début de saison où elle a pas forcément fait ses meilleures perfs, mais d'un autre côté, si ça s'est pas passé comme ça, c'est qu'elle en était pas capable, que ce soit physiquement ou mentalement, et au final, ça lui a permis de monter en puissance et au final de faire des super mondiaux. Et encore une fois, on retient aussi beaucoup ça dans une saison de biathlon. Enfin, on retient aussi beaucoup les titres mondiaux et un peu les grands biathlètes des mondiaux. Et Julia, on en a parlé en débrief des mondiaux. C'est un peu la biathlète française qui est ressortie avec Eric des meilleurs, enfin des plus grands noms des mondiaux. Donc des regrets, peut-être elle en aura, mais au final le résultat est quand même exceptionnel. Et si on arrive à faire le doublé avec Lou qui finit première et Julia qui reste dans sa 3e place, ça sera quand même très très bien, quoi. A priori, elle doit rester 3e. Elle a fait comme la différence derrière Mm. avec Jeanne et Et aussi, Océane. ouais. Donc c'était sa 15e victoire en carrière à Julia, hein, qui a un palmarès quand même qui prend de l'épaisseur de plus en plus. Hein.
Française qui a le plus gagné, c'est Sandrine Bailly, 20 victoires. Donc, à voir si elle peut atteindre cette barre. On voit pas pourquoi elle pourrait pas l'atteindre. Hein. Oui, A priori, elle devrait pas arrêter l'année prochaine. Donc, tout est possible. Moi, personnellement, je l'associe aussi beaucoup aux mondiaux parce qu'elle a tellement performé l'année dernière et même encore cette année que enfin, tu es obligé de lui reconnaître, de parler de ça dans son palmarès. C'est un peu ce qu'on retient, comme disait Aurélie, les titres olympiques, les titres mondiaux, ça marque quand même aussi beaucoup, quoi. hmm. Pour le moment, aux Jeux Olympiques, Julia, si je raconte pas de bêtises, je vérifie, elle n'a qu'une entre guillemets, hein, évidemment, une médaille. C'était au relais mixte au relais mixte, oui, c'est ça. Relais mixte de Pékin, pardon, donc en 2022. Ce sera son objectif de la saison prochaine, très certainement, les JO. Évidemment, quand tu fais quand tu es la reine des derniers mondiaux, à Noé Mesto et Lenzerheide, des grands événements, forcément, il y a des attentes. Mais après, moi, j'espère personnellement voir aussi une saison complète de Julia en grande forme. Et je veux voir, je dis finalement, ça peut peut-être rejouer pour jouer un gros globe de cristal. Quand on voit comment elle performe en cette fin d'hiver, en plus avec une. Parce que là, on peut considérer une- qu'elle fait une complète quand même cette année. Enfin, moi, je Oui, le vois. mais le début de Eh, saison a quand même été un peu compliqué. oui, tu regardes le résultat global et la finalité. Oui, mais elle aurait pu, elle aurait très bien, si elle avait commencé sa saison comme elle la termine, elle aurait été dans le match pour le gros globe Oui, avec Preuss et Lou, en fait. Voilà. Elles auraient été les oui, trois oui, à jouer devant. Donc, effectivement, elle peut avoir des regrets par rapport à ça, ou nous, on peut avoir des regrets par rapport à ça, mais, enfin, nous, on est qui pour ça, mais après, je pense qu'elle a fait sa saison avec les forces qu'elle avait au moment T. En fait, visiblement, le début de la saison, ça le faisait pas, ça marchait pas. T'es pas en forme. Et puis, il est quand même revenu. Je suis un peu du même avis que toi, Mila. Je pense qu'il faut toujours mieux finir une saison que mieux la commencer. On repart sur des meilleures bases pour la saison d'après. Et puis, mais bon. Troisième quand même. Ça va. Je pensais aussi surtout au fait qu'elle a connu des problèmes de santé quelques semaines avant le début de l'hiver. Pendant l'automne, on sait, elle l'a dit, hein, qu'elle avait pris quelques kilos en trop, ce qui l'a ralenti dans sa préparation avant le début de l'hiver et ce qui lui a pas permis d'être en forme dès le début de saison. Donc c'est pour ça que la différence peut se jouer là aussi peut-être pour le classement général. Après, Julia, elle en a remporté un, on lui enlèvera pas. Mais peut-être en jouer un autre, ça, ce serait quand même intéressant. J'aimerais bien voir quand même une Julia en forme dès le début d'hiver pour voir si elle peut retenir la cadence d'une saison complète pour jouer un Globe de cristal. Peut-être l'année prochaine, on verra. On sait que bon, il y aura peut-être des choix à faire aussi pour certains athlètes entre les Jeux et la Coupe du Monde. On verra de ce côté-là. Bien pour Julia Simon. Alors il y a la lutte pour le gros globe de cristal, mais il y a aussi la lutte pour le dossard bleu qui nous intéresse. Alors, bizarrement, ça nous intéresse moins chez les hommes, hein, mais plus chez les femmes. Alors à vrai dire, il n'y a pas de lutte chez les hommes. Hein. Campbell Wright est largement devant. C'est peut-être pour ça aussi qu'on en parle. Hein. Donc on n'en parle pas. Mais chez les dames, la lutte est féroce. Cinquième de l'individuel court, Océane Michelon avait récupéré la tunique de meilleure jeune à Jeanne Richard. Mais Jeanne Richard a réagi sur la mass start en terminant quatrième pour reprendre son dossard bleu. Désormais, il y a 10 points d'écart entre Jeanne et Océane. On n'oublie pas quand même Sena Grossian, l'allemande, qui est à 56 points. Oh. Ah non, Mila, non, on l'oublie. Non, mais on en parlera tout à l'heure. Pour vous, c'est qui va remporter ce dossard bleu? On se mouille un peu là. Mais non, là, on est à la fin de la saison, il y a 3 courses. On peut pronostiquer là qui va remporter ce dossard. Aurélie? Alors, c'est pas Grossiane, en tout cas, pour moi. Ça c'est acté. Alors, en vrai, Grossian, c'est vrai qu'on l'a un peu plus en retrait Oui. depuis quelques courses. On la voit un peu moins, alors qu'on voit quand même toujours Jeanne et Océane quand même jouer devant. C'est compliqué à dire, mais si je dois absolument choisir une, je vais prendre allez, Océane. Je pense que je suis un peu influencée par la dernière course avec le relais mixte.
je pense. Ouais, en même temps, je serais aussi aussi contente pour l'une comme pour l'autre, et aussi triste pour la perdante du dossard. Jeanne, elle le mérite toutes les deux. Sinon, on le donne à Grossiane, comme ça règle le problème. Non, 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 pousse pas. C'est formateur aussi d'apprendre à perdre un dossard bleu Et elle est pour jeune, sa, Grossiane en plus, elle a 20 pour ans. sa coéquipière. Donc, non, non, ce sera forcément un bel apprentissage de perdre pour sa meilleure amie. Voilà. Mila, toi, c'est plus Océane quand même? Alors moi, sinon, j'ai une solution à vous proposer, c'est qu'elle se débrouille pour finir à égalité. Et comme ça, il y a 2 dossards bleus, si c'est possible. Ouais, mais alors pour égalité, il y a quand même un classement qui se fait par rapport au nombre de places, de première place, de deuxième place, de troisième place, de quatrième place. Ah Donc là là, donc t'es en train de me peut-être un dire peu que trop tard, hein, pour oui. c'est Pour mettre dur, ça hein. en place. C'est dur parce que en fait déjà le truc c'est que elles sont hyper amies, du coup je trouve ça encore plus enfin c'est génial en fait comme duel entre guillemets. En fait Océane est en meilleure forme physique, clairement elle est énorme sur les skis. Ouais, c'est Mais fou, hein. Plus ouais, rapide non. que Justine, hein, même, Ouais, hein. non, c'est Ouais. exceptionnel, hein. Franchement, personne n'aurait prédit ça, je pense, hein. Mais non, exceptionnel Océane sur les skis. Mais Jeanne derrière le tir me procure plus de sérénité. Donc, en fait, c'est chacune à sa force et on se voit bien que ça va se jouer à rien. Et moi, c'est difficile, j'ai pas vraiment de préférence, mais je vais dire aussi que peut-être que celle des deux je sais pas, qui me donne un peu qui me donne envie un peu plus, c'est peut-être Océane aussi. Voilà, mais encore une fois, voilà, si c'est Jeanne aussi, ça sera super, quoi. Mais moi, je vais dire Jeanne parce qu'elle a porté le dossard bleu, tout au long de la saison, donc ce serait quand même, après non, ou sinon on peut voir les choses autrement. Le dossard bleu, enfin, pour finalement Océane Michon, parce que Jeanne a encaissé les primes tout au long de l'hiver avec le dossard bleu. Comme ça, Ah, c'est vrai. ça peut être pas mal, comme vu comme ça. Jeanne, ce C'est sera un vrai. peu la Preuss du général, quoi. Genre, elle porte le dossard bleu, Ouais. dossard maison, et puis elle se le fait prendre au dernier moment, Mm. un peu sur le. À moins que Océane et Jeanne se mettent d'accord pour partager les primes, mais bon, après ça, je suis pas certain que Ouais, bon. ça marche comme ça, mais non. Après, non, après oui, c'est difficile de se faire un choix. De toute façon, après, oui, que ce soit Jeanne ou Océane, nous, ça nous va évidemment. Elles sont tellement prometteuses qu'elles vont jouer aussi enfin, dans quelques années pour le Géné aussi. Enfin, j'ai pas de doute sur ça. Donc, ça sera, enfin, pas anecdotique, loin de là, mais je pense que celle qui le gagnera sera hyper contente, mais celle qui le perdra en fait, elles sont si proches en termes de niveau et elles ont tellement d'années devant elles pour encore performer, encore progresser que j'ai pas de doute que en fait ça définira pas la carrière de l'une ou de l'autre et que ça Oui. ne change rien au fait qu'elles performeront toutes les deux pendant encore de longues années, quoi. On s'intéresse à ce classement parce qu'il y a 2 Françaises, mais bon, après, il faut remettre en contexte. Bon, c'est pas non plus un classement primordial. Bon, Non, mais c'est sympa de mettre en c'est valeur sympa, les jeunes. oui, Ouais, moi je trouve ça évidemment. sympa de mettre en Ah valeur oui. les jeunes. Ouais. Hyper haute au classement général déjà alors qu'elles ont 22 ans. Enfin, 4e et 5e du classement Ouais, général. Ça c'est dingue par contre. et elles sont là, elles sont 4e et 5e du général. Enfin, encore une fois, voilà, c'est quand même des super belles perfs. Donc, non, il n'y aura pas de bagarre. Et c'est très très serré et on n'oublie pas Grossian qui est derrière. Et c'est vrai qu'on a au classement général, hein, donc Lou Jean-Monod 2e, Julia 3e, Jeanne Richard 4e, Océane Michon 5e, Justine Brézaboucher 7e. Et Justine Brézaboucher qui est à 15 points de Sina Grossian pour qu'on Allez. fasse 1, 3, 4, 5. Ah, ça serait fort, hein. Après, c'est quand même plus stylé, non? 2, 3, 4, 5, 6. Oh non, 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 Non? non. C'est toujours plus stylé d'avoir la place 1, je trouve. Et si on a que des triplés sur les courses qui arrivent et que et qu'une certaine Preuss finit hors du top 10, vous croyez pas que c'est possible aussi de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Non, c'est fini. Non, c'est mort. Ouais, c'est mort. Vous êtes pas très optimiste quand même, hein. Non, mais on s'est compté. mais non, là c'est compliqué. C'est compliqué. Mais 1, 3, 4, 5, 6, là ça peut être chouette. C'est déjà pas Ouais. mal, ouais. Ouais, moi je On signe. Je signe pour ça. fera le bilan de ce classement à la fin de l'étape de
Dolman Cullen. Alors, je voulais aussi parler, donc on en a un peu parlé aussi, mais de Justine Reza-Boucher. Bon, un week-end un peu plus compliqué pour Justine. 6e de l'individuel court tout de même. C'est pas enlevé de ses résultats. Puis 22e place sur la Mastart avec un début de course assez compliqué quand même. Bon, on l'avait quand même laissé sur quand même pas mal de courses très intéressantes depuis les mondiaux. Là, c'est un week-end un peu. Est-ce qu'on peut dire un peu à la Justine finalement? Je sais pas si c'est le terme. Ouais, moi je sais pas trop quoi en dire, oui, parce que effectivement c'est un petit peu typiquement Justine finalement, où elle peut aussi bien faire une super course que bah, se plan se mettre dans le dur dès le début en ratant ses premiers tirs. Ça a été le cas pour la Mastart. L'individuel court, elle a quand même eu un peu de, elle a quand même fait un bon résultat avec 2 fautes parce que Oui. sur les individuels, les fautes coûtent quand même cher, quoi. C'est pas un tour de pénalité. Donc je trouve que revenir à la 6e place, c'est quand même pas mal. Pour la Mastart, bon bah ouais, elle a planté sa Mastart dès le début, quoi. Elle a fait quoi, 2-2, deux Ouais. fautes. Une faute à la fin. Ouais, et une faute à la fin. Alors, on a vu des biathlètes gagner avec des 16 ou 17 sur 20, ou gagner ou faire des podiums, mais bon, là, c'était quand même difficile. Ouais, vu le niveau de la course en plus. Ouais. Après, on a senti quand même Justine moins. Alors, je disais que Océane était plus rapide qu'elle, mais Justine, on sent que c'est plus autant explosif qu'on a pu le connaître sur cette étape, je trouvais. Même sur le relais mixte simple, c'est particulier parce que c'est une boucle quand même qui est très courte, mais même, on pouvait peut-être s'attendre à ce que Justine pouvait faire des fois plus de différence à ski, rattraper plus de temps. On sent, comme on le disait, la fin de saison arrive à grands pas. C'est une bonne chose. Bah, c'est ça. Et puis il y a la difficulté de la piste en plus, donc bon ça, Mm. mais oui non. Puis de la météo, la piste, la météo, enfin tout ça, c'était compliqué. C'est horrible. Mais ouais, enfin Justine, juste, ouais, c'est comme disait Aurélie, c'est pas si étonnant que ça. Enfin, c'est un peu son profil, on va dire. Et bah, c'est vrai que les tirs, c'est toujours compliqué. Et c'est vrai que autant sur des sprints, en fait, elle peut faire parler justement bah, sa force à ski et rattraper énormément de temps. Autant sur les individuels, c'est un peu plus compliqué puisque ça dépend pas d'elle, puisque c'est le chrono. Mais c'est pour ça, enfin, moi, pour le coup, je trouve que Océane me fait un peu penser à Justine, en fait. Enfin, je suis pas. C'est pas les mêmes personnes évidemment, mais au niveau du profil, en fait, c'est un peu, je pense, le point de progrès qu'a Océane, c'est, ben, je pense, le tir concrètement, parce qu'on voit qu'à ski, c'est déjà très très fort. Donc, j'espère que ça sera un peu plus régulier que Justine dans le futur, mais Bah, après, ouais, à je la sais pas. différence près, pour Justine, c'est très performant sur le debout quand même. À l'inverse de où c'est Océane là où elle se fait piéger pour le moment. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, bah, Océane, elle rate les 2 dernières, enfin, l'individuel, elle fait double faute sur le dernier Oh là debout, hein. là, Ouais, c'était terrible cette fin de course pour. ouais, franchement, ça aurait été vraiment beau, mais bon, ouais. En tout cas, pour Justine, on le disait avec Emilien, on serait pas surpris si elle nous claquait une victoire sur le sprint de Holmen Collen. Ah bah Oui, non. Ou la oui. Mastart, la Ouais, voilà. Mastart, ça elle l'a déjà fait d'ailleurs. Il y a Oui. 3 ans, non? Ouais, Oui. 2022, oui. Où elle ouais, remporte le globe. exactement. Contre toute attente, à la surprise générale, Justine remporte le globe de la Mastart avec. Non, tout est possible avec Justine. C'est imprévisible. Donc les Françaises d'ailleurs alors pour finir sur les Françaises parce qu'on a cité 6, Sophie Chauveau bah, pas du tout couru parce qu'elle était malade, on l'a dit tout à l'heure avec Julia Simon, donc bon, on n'a malheureusement pas grand-chose à dire sur elle sur ce week-end en Slovénie. Sophie Chauveau sera quand même à Holmenkollen, elle est quand même été sélectionnée pour la dernière étape de Coupe du Monde, plus 3 autres Françaises, parce qu'on sait qu'il y a les quotas supplémentaires en cette fin de saison et les Françaises pourront être 9 sur le sprint Dolmen-Cullen. Et c'est Amandine Mangin qui sera donc en Norvège, comme Paula Beauté et Camille Benet qui rejoignent donc les rangs de l'équipe de France A pour cette dernière étape de Coupe du Monde. Alors je sais que on va pas faire trop un débat, mais beaucoup auraient voulu que ce soit que Volia Galmas-Polanis soit, parce qu'au vu de sa super saison, et c'est normal, elle aurait totalement mérité, mais de ce qu'on a compris, les échos du staff français, c'est qu'ils ne voulaient pas prendre 2 juniors, en tout cas 2 athlètes jeunes sur cette Coupe du Monde, entre Amandine et Voldia, étant donné qu'elles ont fait une grosse saison et que celle qui se qualifiait, c'est celle qui était la meilleure lors des mondiaux. Et comme Amandine a
remporté son quota nominatif en étant la meilleure junior des mondiaux d'Östersund. Donc, malheureusement pour Voldia, n'a pas eu cette chance de pouvoir monter en Coupe du Monde. Donc, ça fera 9 Françaises à Holmenkollen dans quelques jours. Peut-être que ça pourra compter pour Lou Jean Monod, d'intercaler quelques Françaises. Ouais. Ou à l'inverse aussi, ça pourrait peut-être compter pour Preuss, comme ça a pu compter sur la poursuite de Noé Messo, malheureusement pour Lou Jean Monod, donc dans un sens comme dans un autre. Vu le niveau des Françaises, on se dit qu'elles peuvent jouer clairement un rôle indirectement dans cette course au Gros Globe. Donc, et ça va être génial, en tout cas, de pouvoir voir 9 Françaises en lice sur ce sprint. Va falloir bien suivre la course, ouvrir le data pas loin, parce que ça va être voir 9 Françaises. Il va falloir suivre tout ça. Mais d'ailleurs, chez les hommes, il y aura aussi 9 Norvégiens de leur côté. Donc aussi, ça va faire très mal. Bien, on va passer à la Coupe du Monde féminine, en tout cas les autres athlètes. Alors, là, on est dans une partie féminine, mais je voulais quand même faire une opposition, une Slovène, qu'on prend Jakov Fak et Anna-Maria Lampic. Jakov Fak est impressionnant, qui a remporté l'individuel court à 37 ans, 10 ans après sa dernière victoire. Un succès étonnant, mais tellement génial pour lui. Et on a Lampic. Lampic qui nous fait un 19/20 sur la mass start. Elle, qu'on sait qui est très irrégulière sur le pas de tir, qui lui fait grandement défaut, qui avait quand même fait un podium au Grand Bornand. Mais là, sur une course à 4 tirs, qui fait donc 3e, derrière Lou Jean Monod et Todorova. Quelle est la performance qui vous a le plus impressionné entre les deux Slovènes ? Moi, j'ai kiffé voir Fak remporter une course à nouveau. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand même Lampic, parce que on va dire que pour moi, elle a gagné sa course sur le pas de tir. Finalement, elle n'était pas plus rapide que ça à ski sur une piste compliquée. On aurait pu croire que c'est là qu'elle allait gagner des places, qu'elle allait gagner des points. Et en fait, finalement, elle a été très, très solide au tir avec un 19/20. Et puis, elle avait même un 15/15 à un moment donné. Elles étaient pas. Et je trouve que de l'avoir gagné comme ça, finalement, sur son tir plus que sur son ski, c'est inhabituel. Et puis, c'était sympa à voir. Et puis, bon, c'est toujours sympa aussi à domicile, quoi. De voir des athlètes comme ça devant leur public. Ouais, pareil, franchement, les mêmes arguments qu'Aurélie. C'était sympa, et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Enfin, bon, Lampic, j'ai jamais trop d'attentes sur le pas de tir, on va dire, au vu de ses difficultés globales. Mais là, non, franchement, elle a été impressionnante, et j'ai même envie de dire, enfin, heureusement, entre guillemets, enfin, heureusement, non. Mais si elle avait pas fait de faute, elle aurait été dangereuse, je pense, parce qu'elle finit pas non plus très loin. Donc une très belle perf, ouais. Et en plus, à domicile en plus, donc non, franchement, c'est cool. A fini à 23 secondes de Lou Jean Monod, Lampic. Et je me souviens plus vraiment à la sortie du dernier tir. Alors je sais plus en fait au moment où elle lâche sa dernière balle si Lou est vraiment beaucoup devant ou pas, quoi. Pas tellement du coup, puisque après elle est allée À la tourner. sortie du pas de tir, il y a 38 secondes 5. D'avance pour Lou ? Ouais, à la sortie du dernier tir. Ah ouais, non, ok. Bon bah. Ok. Lou a quand même perdu du temps dans la première partie de la boucle, donc après elle a réussi à stabiliser. Ah, faut se faire reprendre, pardon. Mais Ouais. Mais alors en vrai, en posant cette question, j'étais quasiment sûr que vous allez me dire Jakov Fak. J'avais envie, parce que c'est un athlète que j'aime bien. Que j'aime bien, je le connais pas, mais je sais pas, il a un côté très sympa. Ça fait longtemps qu'il est là, très longtemps qu'il est là. Même ça, il fait partie des meubles en fait. Et puis il a ce petit côté sympa en fait, Fak, où chaque saison, parce qu'on le voit pas beaucoup jouer devant, faut quand même être honnête. Mais quand on le voit, on dit tiens, Fak, il est encore là. Il y a toujours ce petit côté un petit peu. Non, mais c'est vrai. Ça, il y a eu le coup un peu plus tôt dans la saison aussi. Ah bah tiens, Fak, ouais, tiens, t'es là. Et ce petit côté un petit peu, il fait un petit peu vintage du biathlon. Moi, ça me fait toujours, c'est toujours émouvant, quoi, de voir une victoire. Quand la dernière, c'était quoi, il y a 10 ans. Ouais, 10 ans. Donc ouais, non, j'ai hésité longtemps. J'ai 10 ans, 3644 jours. Ouais, tu vois. Vous pensiez qu'il aurait continué sa carrière si on lui avait dit ta prochaine victoire c'est dans 10 ans ? Je sais pas. c'est bizarre. Ça va foutre un coup au moral, hein. Ah, grave. C'est dans une décennie ta prochaine victoire.
Ah, Ouais, non, mais c'est beau quand même, hein. Enfin, ouais honnêtement, c'est beau. Hein. Mm. Ouais. enfin, en plus, enfin, sur cette course, il est quand même performant, même sur le ski. Enfin, il fait une très belle course au bon moment, devant son public. Donc, non, non, ça fait vraiment plaisir cette victoire de Jakov Fak. Comme ça faisait plaisir de revoir Ingrid Tendrevold sur le devant de la scène la semaine dernière. Cette victoire de Jakov Fak, c'était l'un des plus grands exploits de cette saison, je trouve, même. C'est vraiment une très très grosse cote de retrouver Jakov Fak sur la première marche du podium, même si c'est un individuel, un format plus ouvert, mais bon, tellement c'est compliqué à ski des fois pour Jakov Fak, c'est quand même avec un 20 sur 20, il y avait comme une marge par rapport aux autres. Donc non, non, super. Et Lampic, oui, qui signe son deuxième podium de sa carrière en Coupe du Monde et super 19 sur 20 au tir. À voir pour la prochaine saison, s'il y a continue à progresser comme ça. Peut-être pas pour le gros globe de cristal évidemment, mais sur une course d'un jour, sur les Jeux Olympiques notamment, ça peut faire mal. Donc on va surveiller ça de près. Je voulais mettre ouais, deux performances en avant, laquelle que vous préférez. Entre le deuxième podium consécutif d'Anna Öberg sur l'individuel, donc deuxième place et désormais 13e du général, et le nouveau podium de Milena Todorova, la Bulgare, deuxième de la Mastart, qui avait été sur le podium, on se rappelle, hein, sur le sprint d'Oberhof, remporté par Paul Laboté. Aurélie. Moi, la deuxième place de Todorova avec son 20 sur 20 sur la Mastart et puis juste aussi pour son dernier tour, quoi. À un moment Elle nous a donné, fait peur, hein. elle nous a fait super peur. On la voyait revenir comme ça, tranquille. Alors que pour moi, la course était actée, c'était fini. Lou avait gagné. Et puis, à un petit moment, il y a eu quand même un petit frisson. À un moment donné, on s'est dit, ouh, est-ce que. Et puis, en fait, non, ça l'a fait. Mais non, non, elle a fait une superbe course et belle perf. Donc voilà, ce que moi, je voulais mettre en avant. À la sortie du pâtir, elle est à 17 secondes. Et au premier intermédiaire, à 11,1 km, elle est à 10 secondes. Ouais. Ouais, un petit frisson, hein. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Et là, j'ai même eu un moment où je me suis dit, heureusement que Lou n'a pas célébré sa victoire sur le pas de tir. Si Todorova la rattrape, la rattrape en piste. Mais bon, non, ça s'est bien passé finalement. Ouais, malheureusement, Jérémy n'est pas là Pour discuter de ouais, pour analyser les célébrations sur cet épisode. Donc, on salue Jérémy, qu'on taquine évidemment. Mila, toi, tu veux mettre en avant plutôt Anna Heuberg? Ouais, parce que bah, elle était vraiment dans le dur toute la saison. Elle était bah, en gros à la même place que Ingrid Tendrevold une bonne partie de la saison. Enfin, elle était au-delà de la 20e place du général. Et c'est quand même bah, la génération, on va dire, enfin l'une des dernières générations un peu des biathlètes qu'il y a actuellement sur le circuit. Enfin, même si elle n'est pas vieille non plus, mais elle est quand même dans le palmarès mondial du biathlon et ça fait plaisir de la voir performer. Là, elle fait quand même deux très belles courses entre sa poursuite de Nové Mesto et puis là, son individuel qui d'ailleurs aurait pu tourner en sa faveur hein, si elle avait pas raté une dernière balle sur le dernier tir. Enfin, Oui, c'était pour elle. elle était totalement en avance. Donc bon, ça tant mieux pour Julia, mais non, et on sent qu'elle prend plus de plaisir et qu'elle est un peu plus relâchée. Et puis là, elle fait une super remontée au général, même si évidemment c'est anecdotique puisque bon, elle va rien jouer, mais ouais, ça fait plaisir quand même de voir une biathlète quand même de cette envergure-là qui a quand même vraiment beaucoup performé par le passé. Enfin, par le passé, il y a encore quelques années de ça, revenir un peu sur le devant de la scène et retrouver un peu le podium, quoi. Un retour aux avant-postes en cette fin d'hiver pour Anna Heuberg qu'on attend sur une saison complète Surtout que l'année maintenant, il y a une prochaine. petite sœur qui quand même, bon là, elle n'était pas forcément présente sur là, les dernières courses, mais pas qui lui vole la vedette, mais Elle verra. aussi, clairement, qui lui vaut la vedette. on Hein. parle beaucoup plus Ouais. d'elle en ce moment que d'Anna. Donc bon, elle profite de l'absence d'Elvira pour faire des belles perfs. Ouais, Elvira qui était forfait pour l'individuel court, mais présente sur la Mastart pour jouer le globe. Bon, malheureusement, ça s'est mal passé pour Elvira. Hein. Termine autour de la 23e place, quelque chose comme ça. J'ai pas le résultat sous le nez. 26e. 26e. Ouais, 26e avec 5 fautes. Donc malheureusement, elle a perdu gros pour ce classement de la Mastart, Elvira Heuberg. Et On peut y croire pour Jean, encore, non? pour Jeanne, ce classement, alors Jeanne, au classement de la Mastart, elle est classée 3e
Mais elle Ouais. compte quand même 61 points hein, Ah ouais, ouais. de retard sur Preuss. Donc après, peut-être, tu vois, que si le gros globe se joue sur la Mastart, l'enjeu va faire Imaginez faillir. classement général pour Lou, classement de la Mastart pour Jeanne. Alors là, fait les Allemands, ça Ouais, sera bon, on à n'y la est pas fin du encore. On n'y est pas encore. Mila. Bien, pour finir la partie féminine, vos performances et contre-performances. Aurélie, ta perf. Lampitch, on en a déjà parlé, donc je ne répète pas ce que j'ai dit, mais ouais, ma perf, c'est Lampitch qui fait une très belle course. Et ta contre-perf. Ma contre-perf, c'est Suvi Minkinen qui fait alors des courses pas terribles en individuel. On en avait assez parlé en fait de Minkinen en début de saison, qu'on n'avait pas vu vraiment arriver et qui était quand même bien, toujours assez bien placé. Mais là dernièrement, ça marche quand même moins bien. Et là, elle fait une Mastart un peu cata. Elle a pas tant de fautes que ça finalement. Elle a que 2 fautes, il me semble, mais elle Oui. finit dans les dernières places. 27e. Ouais, un individuel avec une seule faute et puis je sais plus autour de la 20e place, il me 19e. semble. Ouais, 19e. Et donc en fait, visiblement, elle aussi, je pense elle subit, elle accuse la saison quoi. Elle est plus en forme. Mais quand même avec un podium sur le remix simple. Mais quand même un podium sur le relais mixte simple. C'est vrai. Mila, ton top. Ma perf, c'est Idalienne, la norvégienne, notamment pour ses temps de ski, tout simplement les meilleurs temps de ski sur les 2 courses individuelles du week-end. 2 11e place, voilà. Donc c'est pas forcément la norvégienne qu'on attend, mais finalement dans cette équipe un petit peu en compliqué, on Ouais. va dire. Et sur le relais mix, elle s'est accrochée sur son debout là, à mettre ses balles. Dommage la dernière cible qui a manqué, Ouais. mais elle a fait un sacré tir quand même. Elle qui est Ah souvent en ouais, difficulté. c'est ces tirs hein, globalement qui l'empêchent de Ah bah prétendre clairement. Oui. à un meilleur classement, mais c'est pas forcément celle qu'on attendait sur les skis non plus. Donc et puis bah voilà, ça fait plaisir aussi de la voir. Ça fait un petit moment quand même qu'elle est sur la Coupe du Monde, ou du moins qu'elle est un peu dans cette équipe de Norvège qui en manque de leader. Alors je dis pas que ça va être elle, loin de là, mais bah voilà, c'est une athlète qui est agréable à regarder. Et ma contre-perf est Ella Alvarsson, la suédoise du coup. Donc des places très moyennes, 50e de l'individuel, 23e de la Mastart. Et en fait, c'est surtout que je trouve que c'est la suédoise qui s'est, mis à part Elvira Huber dont on a parlé, qui s'est le moins mise en avant par rapport à Anna Heuberg et à Heidenberg, qui pour le coup perf aussi assez bien ce week-end. Donc voilà, Alvarsson qui est plutôt dans le coup, même au niveau du général et tout, c'est pas dingue, mais c'est pas non plus je pense pas non plus nul quoi. Donc ouais, elle est assez loin quand même hein, sur ces 2 courses. Franchement, c'est des grosses contre-perfs. Ouais, la Suède qu'on a quand même pas mal vu, les Suédoises, notamment sur l'individuel, qui était bien placée, avec Anna Karin Heidenberg qui fait un sacré week-end, un super relais mixte. Donc non, ok. Moi, mon top, parce qu'on peut pas le mettre dans les femmes ni dans les hommes, moi c'est un mixte. Je veux dire la Suisse sur le relais mixte évidemment, sur le Ouais, mixte simple. Hein. c'est Première vrai. victoire en relais pour la Suisse avec Niklas Hartweg et Aita Gasparin. Donc voilà. Et puis une belle victoire, hein. Ils ont quand même mené le Oui. relais. Ils étaient devant. Enfin, je veux dire, ils ont pas volé cette victoire comme parfois ça arrive. Là, ils ont quand même mené le relais de A à Z, on va dire. Donc belle victoire, belle course. Je suis d'accord avec toi. Belle perf. Mm, mm, mm. C'est dommage que ça arrive 2 semaines trop tard, mais en tout cas non. Oui, mais bon. Et non, c'était super sympa de voir la Suisse remporter cette course, ça fait plaisir. Bien, maintenant on va passer aux hommes. Alors si les Françaises continuent de briller sur la Coupe du Monde, c'est également le cas de leurs homologues masculins, avec notamment donc, ce doublé, Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet sur la Mastart. Un duel incroyable, finalement, du début de la course jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière ligne droite presque, avec quand même Éric Perrault qui avait pris quelques longueurs d'avance avant d'attaquer la dernière ligne droite. Mais ouais, Aurélie, c'était génial cette course pour l'équipe de France. On a vibré. Hein. Ah ouais, c'était le feu. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, ma course préférée, mais c'est vrai que la course était assez incroyable. C'était beau, je trouve, de voir Quentin et Eric finalement faire toute la course. Ils ont fait des courseurs, en fait, les deux. Ils ont, en miroir l'un de l'autre. Même les tirs, ils tiraient quasiment C'était tout le temps en même temps. Enfin, c'était. ouais.
Ouais, c'était sympa à voir, c'était rigolo et puis bon, c'est toujours chouette d'avoir deux Français comme ça sur la boîte. Sur le dernier tour, enfin ouais, j'ai stressé en fait sur le dernier tir, sur le dernier tour. Mais non, vraiment superbe course et puis même une course collective. Hein, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que tous les Français quasi étaient dans le coup et on fait une belle perf ce jour-là. Même comme Todorava, finalement, avec Lou Jean Monod, ce tour-là aussi nous a fait un peu peur aussi en début de Ouais, fin de tour, fin de dernier tour. Il a pris aussi 6-7 secondes au début. On s'est dit, oula, mais non, après, ils ont mis. ils ont remis les pendules à l'heure mais enfin ou l'église au milieu du village, mais c'est vrai que mais j'ai eu moins peur, quand même que ce tour-là revienne que Todorova pour la Mastart féminine. Mais c'est vrai que la course était vraiment sympa et puis il y avait un peu des leads différents à des moments donnés et donc ouais, j'ai bien aimé. Mila, C'était chouette. t'aurais misé sur Quentin ou Eric sur cette fin de course? Bah, honnêtement, plus Quentin, justement. Ouais. Et je me ouais. Ouais, parce Sur le que dernier tir ou le dernier tour? dernier tour. Dernier tour, Ah, donc sur la piste. bah, honnêtement, sur le dernier tir, je pensais aussi qu'il aurait été capable de faire un 5 sur 5, justement. Vu que sur les debout, en ce moment, il est quand même en feu, Quentin. Mais après, sur la piste, honnêtement, ouais, j'étais plutôt avantage Quentin parce que physiquement parlant, il fait quand même globalement meilleure impression qu'Eric sur les dernières courses au niveau de ses tandis et de Eric, ses il était malade il y a quelques jours, en plus. Oui, Hein. oui, bah aussi, surtout, enfin, notamment pour ça. Donc, je m'attendais pas forcément à ce que Eric attaque quand même avant potentiellement le sprint. Et ouais, bah écoute, après, moi, enfin, ça m'a bien plu aussi comme ça, mais c'était très plaisant à voir, effectivement, comme Aurélie l'a dit. Non, c'était une super course. Après, bon, c'est vrai qu'on aurait bien aimé qu'il fasse ça au mondiaux, quoi, typiquement. Ça aurait été pas mal. Mais voilà, il n'y a pas Johannes, c'est encore différent. Donc, c'est quand même très cool que ça arrive sur l'avant-dernière master de la saison, quoi. Et le petit plus, Aurélie, sur cette course, c'est la 9e place quand même d'Antonin. Enfin, petit plus, en tout cas, c'est le truc qu'on retient, Ouais. c'est qui est jeune papa d'une petite Lucie depuis quelques jours. C'est avec le 20 sur 20 en plus au tir. C'est chouette de revoir Antonin, déjà de retour en Ouais, vraiment compétition, chouette. mais là, faire un plus, c'est un beau résultat. Un superbe résultat et c'est vrai que j'ai pas trop vu ses tirs, mais d'un seul coup je le vois sur la piste et je vois mes mains, il est 8e Antonin, oui, bah moi j'ai pas Alexis Boeuf qui commente les tirs des Français de tous les Français, Comment il s'appelle, le Alexis Boeuf mais norvégien, Aurélie? bah, ça dépend parce que c'est sur 2 chaînes, mais il y en a un qui s'appelle Ola Lunde et puis aujourd'hui en invité spécial c'était Emil Svensson. Donc ça va, c'est Ah, des guests. c'est pas mal. C'est un. Ouais. Ouais. C'est des guests sympas, hein. Mais donc, ouais, de le voir d'un seul coup 8e, bon, il a perdu une place après sur la piste, mais ouais, pour le coup, moi j'étais super contente. J'adore Antonin, je trouve que ça a l'air d'être un gars super sympa. Pour le collectif aussi, j'ai l'impression qu'il a un rôle important dans l'équipe. Donc c'est chouette quand il est là et c'est chouette de le voir revenir comme ça en forme. Bref, les Français 5 dans le top C'est beau, 10. hein? C'est vrai que même dès le début, les Français se sont Ouais, détachés en début de Mastart. Il restait ouais, CB et ce tour-là. CB qui a complètement pété sur la fin de course. On va y revenir évidemment, Aurélie. Euh, mais c'est vrai ouais. que c'était une superbe course. Et par rapport à Eric, donc, remporte donc cette Mastart, 3e victoire de la saison quand même pour Eric. Il n'y a que 2 athlètes qui ont remporté au moins 3 succès cet hiver. C'est Eric Perrault, donc 3, et Johannes Beu 5. Sinon, ils sont tous à 2 ou 1 ou 0, évidemment. Donc ça montre quand même le niveau d'Eric Perrault sur cet hiver, où il a une fois plus progressé. Et Eric va jouer de belles choses en cette fin de saison. Alors pas que la 3e place du général, mais aussi le petit globe de la Mastart. Il s'est complètement replacé pour ce globe. Il n'est plus qu'à 21 points de ce tour-là. Ouais, ouais. Clairement, Aurélie, Bah, une course comme ce week-end, ça le fait, avec un Quentin qui finalement. s'intercale entre les deux. Exactement. Quentin ou un autre, hein, mais n'importe, mais ouais, ça le fait en fait. Donc tout est possible. D'autant que Sturla est pas non plus méga dominateur il a son classement au général, il fait des belles perfs, mais il est pas non plus, il gagne pas toutes les courses comme Johannes a pu le faire. Il a des jours avec, des jours sans.
Même si c'est jour sans, il reste quand même placé, hein, mais ça reste jouable, hein. Bah, comme je le disais, hein, il n'y a que 2 athlètes qui ont gagné 3 fois cet hiver. Ouais. Donc ce tour-là, il a gagné 2 fois ou 1 fois, je sais plus le classement sous les yeux. Mais en étant quand même des dossards jaunes, hein, donc oui, c'est très Ouais. régulier, mais Mm. ça gagne pas à chaque fois. Donc il y a des opportunités pour Eric. On espère, et on sent qu'en plus Eric est en forme cette fin de saison. Donc ce serait vraiment chouette de voir Eric remporter le Globe de la Mastart. Ce serait un truc de cocher en plus cette saison. Donc non, ce serait génial. Pour venir sur la Mastart, il y avait quand même 7 Français au départ, 7 Norvégiens aussi. Il pouvait même y en avoir 8 sans le forfait de Johannes Bö. Est-ce que c'est un peu gênant ou pas quand même d'avoir finalement 2 nations qui représentent la moitié des athlètes sur une course? Bah, moi, je trouve que oui. Je trouve que c'est quand même un peu gênant. Alors, je trouve que c'est super pour nous, hein. Enfin, nous, on est les privilégiés. Du coup, c'est nous qui avons le plus d'athlètes. Mais je trouve que pour le sport biathlon, je trouve que c'est quand même un peu gênant parce que j'ai peur que si ça continue comme ça, et admettons qu'on ait une troisième équipe qui performe un peu comme ça aussi, la Suède par exemple, ou l'Allemagne, si tu veux, Mila. Et on se retrouve avec 3 équipes qui parasitent, non, mais qui phagocytent en fait toute la Mastart. Je pense quand même que pour l'intérêt du sport à l'international, c'est pas bon. Il faut plus de diversité si on veut pas que le biathlon devienne un peu comme le fond en fait, Mmh. qui perd de l'intérêt parce qu'il n'y a pas assez de nations qui performent. Même chose, Mila, pour toi aussi? Ouais, oui, je suis totalement d'accord. Bah, c'est vrai que cette histoire de quotas, ça peut desservir, ouais, l'image du biathlon à l'international, comme disait Aurélie, et c'est vrai que ça laisse aussi moins de place à des performances justement un peu exceptionnelles de biathlètes qui sont dans un collectif moins mis en avant, moins performants sur la globalité de la saison. Et c'est aussi ces genres de courses-là qu'on apprécie énormément, même si évidemment une victoire et notamment des doublés, des triplés des Français, c'est ce qu'on aime le plus concrètement. On va pas se le cacher. Mais ouais, je suis d'accord que ça peut être un peu bizarre et c'est aussi un peu la question ça peut paraître un peu redondant aussi de toujours voir les mêmes un peu tout le temps aux avant-postes. Donc ouais, je suis d'accord, je rejoins Aurélie sur ce point. Après, le but, c'est d'avoir aussi les meilleurs mondiaux. Bien sûr, Bien sûr. Donc les meilleurs mondiaux bien sûr. actuellement, ce sont les Français et les Norvégiens. Bah oui, je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas qu'il faudrait mettre des moins bons à la place des meilleurs mondiaux. Je trouve même que c'est un problème, par exemple, où ça l'était un problème, les Mastart des mondiaux, à une époque où ils étaient que 4, quoi qu'il en soit, même si tu étais numéro 5, si tu étais le 5e de ton équipe, mais que tu étais dans le top 10, tu pouvais pas jouer la Mastart. Je trouve que sportivement, Mm. c'est pas difficilement justifiable, on va dire, quand il y a des quotas comme ça et que sur les événements spéciaux. Après, ce qui est gênant, c'est qu'il y ait 2 nations qui surdominent le reste des autres nations. Et qui est donc une conséquence que ces 2 nations-là soient surreprésentées dans les Mastart qui prennent que les 30 meilleurs. Après, oui, les Norvégiens et les Français sont les meilleurs mondiaux, mais pas les 7 Norvégiens et pas les 7 Français. Enfin, L'an dernier, on était pas loin avec les Norvégiens, Mila. Ouais. oui, mais cette année, là, Ils sont éclatés au sol cette année, c'est ça? Non, ils sont pas éclatés. Non, mais ils font aussi concourir des Norvégiens moins bien classés qui montent sur la Coupe du Monde à l'individuel en espérant qu'ils performent pour pouvoir les aligner, pour pouvoir faire partie des 5 meilleurs de la semaine et de les mettre sur la Mastart. Enfin, Mais ça je dis marche. pas que c'est pas légal ou pas fair play, mais c'est des stratégies aussi. Bon, on peut se demander est-ce qu'il y en a déjà pas assez, mais je parle pareil pour les Français, hein, attention, je suis pas en train de faire le procès norvégien, mais non, je sais pas. Après, oui, forcément, on va pas les empêcher de courir s'ils sont vraiment très bons, mais je pense qu'il faut quand même mesurer ce système de quotas et pour pas que ça soit vraiment une surdomination et que ça soit littéralement les Norvégiens contre les Français, quoi. Enfin, l'idée, c'est pas que ça soit un sport avec 2 nations et qu'on laisse pas la place aux autres, quoi. Voilà, c'est tout. Après. D'ailleurs, dans le jeu de ces quotas norvégiens pour avoir le plus de Norvégiens possible sur la Mastart, Sorum a été pris. Il a pas aimé parce qu'il jouait Il est pas content. le globe clairement Ouais. de l'individuel et il a été mis sur le banc de touche. Ah, ça, typiquement, c'est un choix qui est un peu incompréhensible pour le coup. Enfin, Ouais. je sais pas. Ouais, je trouve aussi. C'est vrai que De c'est mettre c'est Frey, oui, c'est ça. Zach Frey, ouais. Ouais. Bon.
Johannes Ouais. Dalle aussi. Bah après, Frey quand même remporte. Après, Dalleux, il y a un peu plus de légitimité pour moi quand même, hein. Dalleux, c'est un gars qui a quand même déjà beaucoup concurrent en Coupe fait beaucoup de départs en Coupe du Monde, qui performe quand même en BU Cup. Donc, mais bon, après, c'est leur choix, hein, mais ouais, je sais pas. Et vous voulez la bonne nouvelle, Mila et Aurélie? Vas-y. C'est que les Norvégiens pourraient être 9 sur la Mastart de Holmenkollen. Ah bah c'est une super bonne nouvelle ça, dis donc. Et nous, on pourrait être 7. On aura un quota de 7 places. Non mais voilà, non, 9 Norvégiens, mais on se rend compte quand même. Enfin, Ouais. c'est, ouais, 9 Ouais. sur 30, pardon. Ouais. 9 sur 30, donc quasiment un tiers de la start list qui pourrait être norvégienne. Bon, Tout se jouera sur le sprint. Hein. Et- enfin des alliances Ouais, donc nations pour les battre. Donc 9, ouais, donc 16, si tu prends Norvège-France, enfin, Ouais. admettons que tout se passe bien, Ouais. t'as donc plus de la moitié, ou un peu plus que la moitié, c'est des Français et des Norvégiens. C'est ça. Ouais. Mais c'est pour fêter, c'est pour le jubilé de Johannes, je pense aussi. Tout est fait pour voilà, Ouais, sûrement. les détaillés. Sûrement. Voilà. Je cherche une excuse. Sûrement. Du coup, je sais pas comment ils font, eux, par rapport à qui va s'intercaler pour faire gagner qui. Sturla ou Johannes sur la dernière course. Là, c'est interne, quoi. C'est fratricide. Ouais, je crois que c'est débrouillez-vous, Donc, sauf peut-être Tarier, forcément, qui a peut-être avantagé son frère. Ah, Tarier, c'est un projet familial, donc oui, forcément. On n'est pas là, vu en plus le nombre d'écarts de points qu'il y a entre les deux, c'est bon. On n'en est pas à la Mastart, enfin, en tout cas que le globe se joue sur la Mastart actuellement entre les deux, on va en reparler. Alors je vous ai posé la question, demander qui va être le dossard bleu chez les dames. Je vais vous demander qui va être le 3e mondial cet hiver. Alors évidemment, Sourla et Johannes sont devant. Pour le moment, Eric Perrault est 3e. Il a 42 points d'avance sur Emilia Jacquelin, 65 points d'avance sur Samuelson, 91 points d'avance sur Quentin Fillon-Maillet, désormais 6e, et 107 points d'avance sur Jacomel, 7e. Alors il y a Tariebeu qui est 8e, Aurélie, mais bon, il a 134 points. Bon, voilà, ça fait quand même c'est ça chaud. fait un peu beaucoup quand même. Ouais. On peut C'est toujours chaud. compter, hein, mais allez, mouillez-vous. Qui pour vous sera 3e? Eric. Oh bah je me mouille pas, hein, ouais, Eric. Hein. Enfin, c'est pas là, il y a pas vraiment. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a pas vraiment de débat. Emilien me paraît quand même pas en forme pour venir reprendre des points à Eric sur cette fin de saison. CB, ça reste CB. Il peut le faire, mais est-ce qu'il va le faire? Je crois pas. Et puis Quentin, il est un petit peu loin. Donc Quentin peut reprendre CB. Quentin peut reprendre CB, ça c'est Pas vrai. mal ça. De faire Ouais. 3, 4, 5. Mais ouais. Et je pense que CB peut reprendre Emilien aussi. Oui, mais, aussi, ouais. Vu comme ça, ouais. Mais je Et pense je pense que Tariebeu va pour moi, c'est reprendre. Oh, mais non. Giaco. Ouais. Non, je pense Eric. Pour moi, je vois pas trop Eric perdre cette 3e place. Surtout au vu Non, de ce qu'il pareil. nous a montré à Pokluka, ça rassure grandement là. Oui. Ouais. Donc bon bah je crois qu'il n'y a pas besoin de dire plus là-dessus. Vous êtes toutes d'accord, mais c'est vrai qu'Emilien Jacquelin, qui était 3e avant cette étape, semble accuser le coup. Hein. Il a terminé 10e de l'individuel et 11e du sprint, qui ne sont pas de la Massart, pardon, ce qui ne sont pas des mauvaises performances, mais quand tu as Eric Perrault qui marque 90 points, bah, ça marque gros, ça coûte cher pour Emilien Jacquelin au niveau du classement général. On va voir dans quel état il va finir, Emilien, mais on sent que il est temps que ça se termine aussi pour lui cette saison. Un petit mot aussi pour Emilien Claude et Oscar Lombardo. Alors Emilien Claude qui fait 19e de l'individuel court et 28e de la Mastart, et Oscar qui fait 18e de l'individuel court et 15e de la course des rois. Globalement, on peut dire des résultats un peu moins bons que sur Nové Mesto, mais ça reste quand même satisfaisant au vu de leur parcours, de leur saison. Bah, moi, je trouve que oui. Je pense qu'on est un peu, comment dire, pas perturbé, mais on est un peu Hypnotisé par les. Non, en fait, on a les résultats de Océane et Jeanne qui arrivent sur la Coupe du Monde et puis qui finissent 4e et 5e du général. Et en fait, ça reste rare ce genre de performance, ce genre d'arrivée sur la Coupe du Monde, on va dire. Alors, Emilien, Claude et Oscar, c'est pas forcément une arrivée sur la Coupe du Monde non plus, mais je trouve qu'ils font des résultats à leur niveau finalement. Donc, du coup, satisfaisant. Mila, t'es d'accord? Oui, non, je suis d'accord. Et puis, oui, c'est vrai qu'on en est arrivé limite à banaliser en fait les résultats de
d'Océane et Jeanne, mais c'est vrai que chez Complètement. les garçons, de quoi? Je dis complètement. Ouais, voilà. Et forcément, chez les gars, ça se passe pas pareil, mais ça veut pas dire que c'est moins bien. Enfin, oui, si, en termes de résultats, du coup, on peut considérer que c'est moins bien, mais d'un autre côté, c'est comme disait Aurélie, ils sont à leur niveau et voilà, ils progressent petit à petit. Et dans 1 an, ça sera des top 10, on l'espère, et dans 2 ans, peut-être essayer d'accrocher des cérémonies des fleurs, et puis voilà, ça fera petit à petit. Et donc Emilia Claude et Oscar Lombardo seront à Holmenkollen, comme leurs 5 coéquipiers qui étaient à Pokljuka. On garde le même groupe, les 7. Grâce au quota remporté sur l'IBU Cup avec le top 10 de Gaëtan Patsurel. Donc merci à Gaëtan d'avoir décroché ce top 10. Malheureusement, ce ne sera pas pour lui, mais ça permet donc à l'équipe de France d'avoir cette place sur la Coupe du Monde en Norvège. Bien, maintenant on va passer à la planète biathlon et à la course au gros globe. Si chez les dames il y a du suspense, chez les hommes il y en a peut-être encore un peu, mais il y a quand même un avantage pris par Sturla Holmlerud. Clairement, le Norvégien a profité pleinement du forfait déjà donc de Johannes sur la mass start, mais aussi de son coup de moins bien. Il est malade, donc il avait terminé 10e de l'individuel court. Et en plus, Sturla Holmlerud a fait des très bons résultats, 2e et 3e. Clairement, le résultat est là au final, 104 points d'écart maintenant pour Sturla Holmlerud, qui semble quand même bien parti pour ce gros globe de cristal. Mais Aurélie, est-ce que toi, tu dis pourquoi pas encore pour Johannes? T'y crois encore ou pas? Moi, j'y crois encore parce que je trouve que déjà on a vu plus fou que ça. Après, ce tour-là, il n'est pas à l'abri, un peu à la Julia Sophie, d'attraper le virus de Johannes. Bon, Johannes est plus sympa, il n'est pas resté dans la chambre, il est rentré en Norvège. Mais comment dire, non, ça va être compliqué, j'admets, ça va être compliqué, mais je pense que ça reste quand même possible. Ce tour-là peut avoir les pétoches finalement, de gagner ce gros globe, finalement, on ne sait pas. Et puis Johannes, ça va être, je pense, tout noir ou blanc en fait. Soit il va faire des courses canons, ses dernières courses, tout ça, soit ça va pas le faire du tout parce qu'il va être trop dans l'émotion. Donc on verra. Si vous voulez un petit sondage de la presse norvégienne, il y a que 19% des Norvégiens qui croient que Johannes peut remporter le gros globe. Ah oui, donc 81% pensent que c'est pour ce tour-là. ça semble quand même logique Moi, j'ai finalement voté. quand même au vu de. Ah oui, il est devant, forcément. Parce que Il est devant. pour rappel, une victoire c'est 90 points, là 104 points, 3 courses, donc ça fait 270 points en jeu. Ah, il faut que ce tour-là, il plante ses courses. C'est sûr. Il faudra pas juste que Johannes marche, enfin fonctionne. Il faudra que ce tour-là aussi plante, enfin qu'il soit bouffé par le stress, J'ai calculé. qu'il soit malade. Si Johannes venait à remporter toutes les courses et que ce tour-là fait 3 4e places, Johannes gagne le globe pour 1 point. Ah bah vendu. J'achète. Ouais. Ouais. Mais bon, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça, Aurélie? On verra. En Je vrai, sais pas. J'ai du mal à Johannes, voir Johannes gagner les trois. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Johannes, c'est pas la suprématie cette saison. C'est que c'est entre guillemets que 5 victoires, 3 sur la Coupe du Monde. Et bon, on peut voir aussi comment il revient de maladie aussi, Johannes. C'est vrai, mais j'espère revoir là, c'est vraiment son dernier week-end, ses dernières courses, c'est à la maison. J'ai envie de revoir le Johannes superstar, tu vois, le patron, celui qui donne des leçons de biathlon aux autres. C'est les dernières courses où on le verra on le verra avec un dossard. J'espère qu'il va revenir en super forme. Je croise les doigts. On ne sait pas quel Johannes on va avoir à Holmenkollen, c'est ça le problème aussi. Clairement, c'est ça. Ça peut finir premier de la Mastart comme dernier en terminant en roue libre à 5 minutes derrière. Ah ouais, et puis venir choper le drapeau quand même parce que c'est sa dernière course. Enfin, il peut nous faire un truc exactement, premier comme dernier, premier avec 1 minute d'avance comme dernier avec 5 minutes de retard. Ça va être intéressant à suivre. D'ailleurs, ils ont échangé les Mastart, ils ont mis la Mastart homme à la fin, en fin de journée dimanche, pour justement les frères Beu. Il va y avoir plein de choses. Ça va être une belle fête sur place, Aurélie. Je pense aussi, ils ont renommé aussi une partie de la piste là où il y a du public en Beu. Donc c'est là, tu pouvais acheter ton billet pour le Beuhaven. La tribune, enfin c'est pas la tribune, du coup c'est au bord de piste, c'est là en haut.
Enfin, je sais pas, voilà, ceux qui connaissent pas Holmenkollen, mais c'est l'endroit de la piste où tu peux t'installer. C'est la chapelle? Donc ça s'appelle non, un autre, ça s'appelle du coup la butte Bœuf, D'accord. enfin la montée Bœuf, la butte Bœuf, là-haut. Ok. Donc non, je pense que ça va être une belle fête, ouais. Ça va être sympa. Et triste. Et triste, très triste, Très triste à mais la fin. sympa. Ouais, quel que soit le résultat, de toute façon, oui, ça va être très triste à la fin. Et en attendant, peut-être un gros globe pour ce tour-là. Hein. Il a déjà mis la main sur le globe de l'individuel, comme Lou Jean Monod, ce globe qu'il avait remporté déjà en 2021, ce tour-là, au Grid. Donc, un petit, en attendant peut-être un plus gros pour lui. Mais c'est vrai que 104 points d'avance, on le disait, ça sent bon, mais on ne sait pas comment vont réagir les deux biathlètes devant leur public sur cette dernière étape. Est-ce que la solidité sur le Mérite sera toujours là? Est-ce que Johannes Bö sera un Johannes Bö des grands jours pour ses dernières courses? On verra ça dès le sprint. Je pense que le sprint va nous donner Ouais. la température. Ouais, exactement. Bon, Aurélie, il est temps de parler de Oui. Samuelsson. Samuelsson qui a Alors. osé finir devant la France sur le relais mixte déjà, ça, voilà, ça c'est dit. Ouais. Il finit 9e de l'individuel court et 12e de la mass start. Alors le mass start, le tir compliqué, dernier tir compliqué pour Samuelsson, hein, 3 fautes. Ah, c'est dommage, hein. Enfin, c'est dommage pour lui. Non, c'était même pas ironique, ok, pardon. parce qu'il avait vraiment fait une belle course jusqu'à son dernier tour, mais il a craqué complètement avec 3 fautes. Déjà physiquement, on et- sortait dans le dur. Hein. Il n'a pas pu tenir les Français à ski. Hein. Non. Et par contre, moi, pour de vrai, je ne m'en cache pas, j'aimerais voir Johannes gagner le gros globe. Donc moi, j'espérais qu'il allait s'intercaler, qu'il allait quand même finir devant ce tour-là. Donc moi, j'encourageais CB, hein, pour le coup. Vas-y, finis devant ce tour-là. et ça reste assez rare pour être remarqué. Et c'est vrai que non, bah ça l'a pas fait, quoi. Mais à chaque fois à la CB, en fait, parce que bon, bah là, il était un peu plus dur sur les skis, mais les skis, ça n'a jamais été son problème. Mais par contre, c'est vrai que cette saison, ouais, ça tire mal. C'est Et donc, très ça régulier. l'est Hein, ouais, très, très irrégulier. Alors, il fait un beau relais, par contre. Il fait un oui. beau relais. Bah, il met en difficulté Quentin sur le tir. Alors, bon, Quentin on peut dire, se met en difficulté tout seul aussi, hein, sur le coucher, mais il met quand même la pression. Il tire plus vite. C'est lui qui lâche la balle la première et il fait le sans faute. Non, il finit parfaitement le travail, CB. Ouais, mais bon, un week-end, je pense en demi-teinte pour lui, parce que je pense qu'il a beaucoup de regrets sur cette mass start. Et je pense que il s'est bien rattrapé sur le relais. Il perd des points pour la 3e place aussi. Ouais, il perd beaucoup de points sur la 3e place. Puis même, ça reste. Je pense qu'il était un petit peu galvanisé par sa victoire de la semaine dernière. Je pense qu'il avait envie de revivre ça. Et puis, ça l'a pas fait. Alors, dommage. Alors, encore une fois, j'ai pas les interviews. Il y a toujours des interviews d'après-course de CB, parce que la presse norvégienne l'adore, hein, parce que ça, tu sais, il enflamme un peu les esprits. Il a toujours des pics ou comment dire. Enfin, il est rigolo, quoi. Mais bon, il y a le ski festival en ce moment à Holmenkollen, donc ça a viré juste après sur ça. Donc, j'ai pas vu d'interview d'après-course d'aucun biathlète sur la NRCO. Mais c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé aussi voir ce qu'il avait à en dire. Ou même pour le relais, hein. Je pense que ça l'aurait fait plaisir de venir dire les Norvégiens, c'est nous qui l'avons ramené, et puis les petits globes aussi. Mais bon, non, c'est CB, quoi. Voilà. Il a un énorme potentiel, mais il n'arrive pas à concrétiser souvent. Voilà, malgré qu'il ait une grande gueule, mais il a du mal à concrétiser. Il n'arrive pas à performer à la hauteur de ce qu'il annonce. Voilà. À l'inverse d'Eric Perrault, finalement. Oui et non, parce qu'Eric, il le dit souvent, hein. Moi, je veux être le meilleur. Justement, à l'inverse d'Eric Perrault, lui, ce qu'il dit, il le fait. Il le dit, il le fait, voilà. Et donc, du coup, ça a un peu plus de respect, on va dire. Voilà. Mais ça devient un running gag, en fait, CB. D'ailleurs, tu me disais, Aurélie, pendant le relais mix, que sur le tir d'Eric Perrault debout, les Norvégiens, les commentateurs, ils ont dit quoi? Quelle classe, c'est Eric Perrault? Ah oui. Ils ont dit, mais regardez Perrault, quelle classe. Et puis ils l'ont vu partir. Après, ils le disent maintenant quasiment à chaque course masculine. Hein, ils le disent, le grand danger l'année prochaine, ce sera Eric Perrault. Enfin, ils parlent souvent de l'équipe de France, qui est l'équipe la plus forte avec la Norvège d'une manière générale.
chez les féminines, ils mettent la France largement devant. Et il parle entre autres d'Eric qui voit comme un des plus potentiels pour jouer le Gros Globe l'année prochaine. Et il se demande toujours pourquoi il n'a pas pris la nationalité norvégienne. Il trouve ça un peu bizarre. Il trouve ça un petit peu bizarre, sachant qu'il est moitié norvégien. Ils ont du mal à comprendre ça. Pourquoi? Mais après, Eric, il en joue. Hein. Il vient faire les interviews en norvégien. Du coup, Eric, on le voit souvent à la télé. Je pense que c'est pour ça aussi qu'Eric les intéresse, c'est parce que il vient répondre en norvégien. Il montre un intérêt aussi bien culturel, familial que pour la Norvège. Donc forcément, il est un petit peu d'ici aussi quand même. Il est un petit peu norvégien pour eux. Ouais. Mais il est français. Mais il est français. C'est dommage. Ils en ont déjà bien assez des biathlètes talentueux en Norvège, donc ils peuvent bien nous laisser quand même un athlète pour l'équipe de France. Oui, puis il s'évite un paquet de stress à savoir si je contre-perf, est-ce que je garde ma place dans l'équipe? Oui. Là, il est bien installé en équipe de France, qu'il y reste. C'est clair. Alors pour terminer, vos performances et contre-performances. Aurélie, donc ta perf, c'était Jakob Fak, c'est bien ça? C'était Jakob Fak parce que Jakob Fak, on en a déjà parlé, mais super week-end, quoi. Enfin, super victoire, surtout. Surtout à domicile, je pense que voilà, il a été porté par son public et c'est toujours beau de voir des athlètes gagner chez eux. Et ma contre-perf, c'est Tommaso Giacomel qui, pour le coup, fait quand même une mass start un petit peu dégueulasse, surtout sur le pas de tir. Il est revenu quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière, malheureusement. Ouais, c'est ça. Alors qu'il remontrait de belles choses là, sur cette mi-saison, fin de saison. Et puis là, aujourd'hui, patatras, je sais pas ce qui s'est passé, mais le tir, il a fait combien de fautes? 5? 6 fautes. Ouais, 6 fautes. 5 au coucher. 5 au coucher. Ouais. Donc non, ouais, voilà. Donc c'était pour ça. Alors qu'il n'avait pas fait un individuel dégueulasse pour le coup. Non. Il faisait une belle 4e place. Mais sur la Mastart, ça a coincé. Ouais. Et moi je l'ai encore là, moi, cette Mastart de Giacomel. Bref, passons. Mila, ta performance. Ma performance, étonnamment, c'est Pansy-Woma sur l'individuel. Étonnamment, je me sentais obligée de le mettre en avant parce que quand même 19 sur 19, oui. Ouais. 19 sur 20 quand même pour Martin. Ouais, c'est bien. Ouais. 4 tirs, franchement, c'est à souligner. Donc, il a fait une land pitch en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'on parlait juste avant de Samuelsson et les Suédois quand même niveau tir, ils ont un gros souci. On va pas se le cacher que, autant sur les skis ça roule, mais derrière la carabine. Parce que Poncy il va vite. À ski. Ouais, mais même CB, on le disait, c'est pas le plus rapide, mais c'est pas non plus lent, quoi. Donc c'est vraiment le tir qui pêche et parce que c'est quand même les 2 leaders de cette équipe concrètement. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de gars en Suède qui est capable de performer quasiment à toutes les courses, d'assurer le truc. Pas de vrai leader en fait. Non, mais même pour sur l'Ivy Cup, il n'y a personne. Chez les hommes, c'est le désert total. Mais oui. C'est très inquiétant. Chez les Suédois, autant chez les Suédois, il y a quand même du monde, mais même si c'est pas pas comme les Françaises. Bon, en même temps, c'est pas compliqué de dire ça, mais chez les hommes, c'est assez inquiétant quand même. Il y a personne, il n'y a pas grand monde. C'est vrai que c'est assez inquiétant, mais parce que il y a encore quelques saisons, Samuelsson quand même, c'était top 3 du général. Peut-être pas top 3. Il jouait le Globe. Ouais, c'est ça. Il était quand même dans le coup, quoi. Là, bon. Non, il disait qu'il jouait le Globe. Voilà, il disait qu'il jouait le Globe. Oui, il annonçait. Au niveau de ses performances, il était quand même dans le coup. Là, cette année, après, il va finir sûrement 5 ou 6e du général, mais c'est pas. En fait, il brille pas. Je pense qu'aucun de nous a une course là de Samuelsson cette année en tête où on s'est dit waouh, Samuelsson, quoi. La poursuite de Novi la Mesto. semaine dernière, quoi. Ouais. La semaine dernière. Il n'y a que ça, quoi, finalement. Il n'y a que cette course. Oui, voilà. Il y en a une, quoi, sur une vingtaine de courses, quoi. Donc, c'est. Mais bon, après. Donc, non, oui, Ponsiluoma. Et d'ailleurs, pour juste finir, c'était côté mignon. Ponsiluoma et Anna Heuberg qui font un podium le même jour sur l'individuel. Oui. Voilà, bon. On note. Ouais. Le petit hasard du biathlon.
Et après, non, Néline, il fait pas une cour, il fait pas une pour parler de Anna et Néline, il fait pas un week-end dégueulasse non plus, hein. Ah, mais même déjà, Non, bah, Mesto, hein, il fait il une bonne. était pas mal. Ouais, non, c'est pas mal. Et bon, Si, il faisait... Tu vas avoir des problèmes, toi, Aurélie. je vais avoir des soucis. et non, et oui, Je suis juste. team Néline. Ouais, alors pour ceux qui n'ont peut-être pas la référence, on va vite fait, hein, mais parce que Jesper Nelin était en couple avec Anna Heuberg et finalement Anna Heuberg s'est mis en couple avec Ponzi Yuma et je crois que même Nelin s'est mis en couple avec Avec l'ex de Ponzi Yuma. Ouais. Je sais pas si Yannin est encore en couple avec l'ex de Ponzi Yuma, mais c'est vrai que Non, je sais pas, mais ça avait fait parler à l'époque. Voilà. oh, ça avait fait mon été. Elle est pas biathlète, l'ex Ouais. Ponzi Yuma. Non, elle est pas biathlète, mais Ah oui, donc je crois il s'est éloigné du c'était, cercle professionnel, quoi. bah, alors, si on veut parler 2 minutes un petit peu potin sur le podcast, en fait, c'est parce que Néline et puis l'ex de Ponzi étaient vraiment malheureux tous les deux et donc ils se sont rapprochés pour en discuter, genre une espèce de petite thérapie à deux et puis bah ils ont fini en couple. Ah oui. Voilà, D'accord. c'est comme ça que ça s'est passé. Ah, d'accord. Bon bah. Ce qui a fait énormément jaser au moment des relais mixtes en tout cas la télé norvégienne. Ça a fait leur été à eux aussi. Ah, aux Norvégiens, ah bah oui. La saison d'après. Aux Norvégiens là, Ah oui. c'était du pain béni là. Ah même, je crois que c'était à l'époque où il y avait Thierry Lecoff et puis Ingrid qui avaient un podcast ensemble. Elles avaient fait un podcast spécial là-dessus. Donc elles s'imaginaient dans leur équipe. C'était comme si, on va dire, elles s'imaginaient ensemble dans l'équipe avec qui elles auraient pu être ou qui aurait pu prendre. Enfin, c'était assez rigolo. C'est peut-être pour ça que Anna a fait tomber Ingrid là sur le relais là. Ouais. Ah, c'était il y a longtemps. Ah oui, j'imagine. Bon. Mm. Bref. Voilà, pour la partie potin. Derrière nous. Mila, ta contre-perf pour finir. Ah oui, purée, c'est vrai. Alors j'ai mis Campbell Wright. Voilà, ça faisait que, il est un peu moins bien là. Il avait pourtant fait des super mondiaux, on se le rappelle. Et ouais, il est un peu plus dans le dur là, même physiquement. Enfin, moi, dès que je le vois passer à un intermédiaire, il a la tête qui bouge, mais il a tout le corps qui bouge de droite à gauche. On dirait qu'il gaine absolument pas. Enfin, il a l'air tout le temps au bout de sa vie, ce mec. Enfin, C'est un hommage à Dole. bah ouais, mais il a une façon de qui est assez marrante. Enfin, ouais, il est assez marrant ce mec. Mais et bon, là, il a un peu moins rigolé, je pense, sur ses dernières courses. Il avait l'air vraiment aussi pas mal fatigué, un peu comme tout le monde finalement. Donc voilà, c'est ma contre-perf du week-end. Et d'ailleurs, en contre-perf aussi, on en parlait tout à l'heure, hein, déception pour Sorum sur l'individuel, mais Sorum aussi sur la mass start, 24e. On sent que aussi, lui, c'est compliqué. Il est temps que ça se finisse pour lui cette fin de saison. Donc, voilà, petite contre-perf pour le Norvégien. Bien, maintenant, on va passer à l'IBU Cup, le circuit UB qui s'est achevé cette semaine du côté d'Otepää, toujours en Estonie d'ailleurs, comme la semaine dernière. Il y avait plus de suspense chez les hommes pour le gros globe, hein. Isaac Frey avait déjà mis la main dessus. D'ailleurs, le Norvégien était du côté de la Coupe du Monde cette semaine à Pokloka, alors que chez les dames, il y avait encore un peu de suspense. Camille Bennet était devant avec une bonne avance quand même tout de même sur Voldy Agalmas-Paulin. Il ne restait que 2 courses à disputer. Et Camille donc, a confirmé en prenant la 3e place de l'individuel et la 2e du sprint. Et donc Camille succède à Océane Michelon au classement IBU Cup. Océane qui l'avait remporté l'hiver dernier. Camille qui réalise une saison extraordinaire avec aussi 2 autres globes, celui de la Mass Start et de la poursuite. Et donc, quelques minutes après sa victoire finale au Gros Globe, Camille a réagi à notre micro. Une interview que vous pourrez retrouver par écrit déjà sur notre site internet. Mais on va vous passer évidemment quelques extraits ici. Et d'ailleurs, donc, pour commencer, je lui ai demandé quel était son sentiment à la suite de cette victoire finale. Forcément beaucoup de satisfaction, de la fierté, du soulagement, parce que voilà, ça faisait 2 ans que j'avais des hivers compliqués, que j'ai regardé un peu les autres faire des bons résultats, avoir des globes, etc. Donc
forcément, au bout d'un moment, c'est un peu, on va dire, c'est un peu pesant parce que, bah, on se dit, est-ce que un jour, moi, j'aurai la chance aussi d'y arriver? Donc voilà. Et là, bah, d'avoir réussi à faire une saison complète et aboutie, ben, c'est une fierté, quoi. Donc Camille est forcément très heureuse et j'ai poussé la question un peu plus loin en lui demandant bah, que représentait hein, ce gros globe pour elle, hein, elle qui a vécu quand même des moments difficiles ces dernières années avec notamment des blessures. C'est la persévérance de toujours de s'être accroché, d'avoir continué de travailler. Et puis, je pense que malgré tout, ces épreuves, elles m'ont servi. Dans le sens où j'ai gagné en maturité, j'ai devenu plus forte mentalement parce que quand on est obligé de se battre tout le temps, au bout d'un moment, le mental, quand on est blessé et qu'on veut revenir, le mental, il prend il est hyper important et je pense que d'avoir traversé toutes ces épreuves, ça m'a permis d'être un peu plus forte aujourd'hui, quoi. Donc grâce à cette victoire finale, Camille a gagné sa place pour la Coupe du monde d'Oslo Munkholm, les finales de Coupe du monde. Camille va prendre part d'ailleurs à sa première course de Coupe du monde vendredi sur le sprint. Et vous allez l'entendre, hein, la Française était très, très émue en évoquant cela. Ouais, c'est vraiment un rêve et je sais même pas quoi dire. Je suis encore un peu... j'ose même pas encore trop y croire parce que c'est quelque chose... depuis le début de la saison, c'était vraiment le gros objectif le gros globe était un objectif. C'était un premier objectif qui devait pouvoir derrière m'ouvrir les portes de la Coupe du Monde pour Oslo. Et là, le fait de pouvoir aller en Coupe du Monde, pour moi, c'est un truc de ouf parce que ça fait tellement de temps que j'en rêve et que j'ai vu les autres accéder à la Coupe du Monde et moi, j'avais toujours quelque chose qui m'empêchait de pouvoir le faire. Là, de pouvoir y aller, je reviens toujours pas, quoi. Donc oui, vous avez pu l'entendre, hein, Camille très émue, même presque au bord des larmes. Et pour finir, je lui ai demandé quelles étaient ses attentes finalement sur cette étape d'Holmenkollen. Du plaisir à prendre, mais pas que. Camille veut finir le boulot jusqu'au bout et se donner à 100% et montrer que son niveau, qu'elle a le niveau pour évoluer en Coupe du monde. Ça va être full plaisir, mais j'ai aussi envie de montrer que je suis capable de faire des belles choses aussi au niveau du dessus. Donc j'ai envie de prendre du plaisir, mais j'ai envie aussi de faire mon biathlon à 100% et voilà, sans forcément me fixer d'objectifs, mais j'aimerais pouvoir être à 100% et montrer que je suis capable de faire de belles choses. Bon, en tout cas, merci à Camille pour sa réaction et comme je le disais, vous pouvez retrouver sa réaction complète par écrit sur notre site internet. Donc une super saison pour Camille, super saison pour l'équipe de France, 6 dans le top 10 avec Voldy Hagelmas-Paulin, 2e du général, qui a aussi mis la main sur le globe de l'individuel, qui a remporté le sprint, c'était vendredi, devant d'ailleurs Camille pour la beauté qui remporte le globe de la spécialité. Et j'oublie pas aussi Gillian Guigona 5e, une incroyable saison pour les Françaises. Il ne leur manque finalement que le globe du relais, puisqu'aussi le globe des nations leur revient également, mais ça c'est sans surprise au vu de cette densité exceptionnelle. Donc bravo à cette équipe de France féminine qui nous a fait rêver tout au long de l'hiver et on va donc en retrouver quelques-unes à Holmenkollen d'ici quelques jours. Alors comme je le disais pour les hommes, il n'y avait plus de suspense. On a quand même couru les courses avec Sivat Gothenbakken qui a remporté l'individuel. On notera la très belle 5e place de Gaëtan Pinturel, sa meilleure perf en IBU Cup cet hiver. Sur le sprint homme, victoire de Johan Olaf Botten, le Norvégien. Au niveau des Français, nous avons 2 tricolores dans le top 10 avec Damien Levet 7e, Théo Guiraud-Poyo 9e. J'oublie pas quand même Gargini 11e. Et enfin, donc, cette saison d'IBU Cup s'est achevée avec des relais mixtes. Un relais mixte donc traditionnel remporté par l'Allemagne devant l'équipe de France avec Damien Levé, Gaëtan Pinturel, Célia Enaf et Paula Beauté. La 3e place est revenue à la Norvège. La Norvège qui fait tout droit vers la victoire, mais
Yuni Arniklav, dernière relayeuse qui s'est complètement manquée sur son tir debout avec 4 tours de pénalité, donc qui a fait reculer donc la Norvège de la première à la 3e place. Et la toute dernière course de cette saison, le relais mixte simple, est revenu à l'équipe de France avec Gilles Guigonat, Théo Guiraud-Poyot, premier devant l'Allemagne et la Norvège. Donc une fin, une happy end pour l'équipe de France sur ce circuit EBU Cup. Et donc ce circuit donc touche à sa fin et on retrouvera ces athlètes, peut-être certains en Coupe du Monde déjà d'ici quelques jours. Et sinon, ça sera fin novembre pour la reprise de ce circuit B. Retour sur la Coupe du Monde pour finir cet épisode avec donc le programme. Aurélie, dernier programme de cette saison 2024-2025, donc à Holmenkollen, hein, le temple du ski nordique. Aurélie, Ouais. est-ce qu'on ferait pas un petit point météo avant? Alors, si tu veux, on peut faire ça. Ok. Ça marche. Et donc, je lance le jingle, point météo. Aurélie, quel temps fera-t-il ce week-end? Alors, je mets ça à prendre avec des pincettes, hein, parce que j'avais regardé la météo hier, il était annoncé de la pluie le samedi et dimanche. Aujourd'hui, il n'y a plus de pluie annoncée. Ah, Mais- ok. Donc, c'est déjà positif. La pluie arrivera que lundi, finalement. Mais il va pas faire grand soleil, mais il va faire nuageux, il va faire doux, à peu près 6 degrés. Assez froid pendant la nuit, donc ça peut être bien pour maintenir la piste en état. Et donc, voilà, ça va être couvert, quoi. Mais pas. Donc, ceux qui viennent à Oslo, vous n'avez pas besoin de prendre des gros vêtements de ski d'hiver, enfin de sport d'hiver. Il devrait faire assez doux. Voilà. Et on gagnera combien de minutes d'ensoleillement, Aurélie, vendredi, samedi, dimanche? Je ne sais pas, mais pas mal, hein. Beaucoup. Attends, si je dois pouvoir te dire ça, hein. Non, bah tant pis. Je ne sais pas. Je vous dirai ça la semaine prochaine. À la semaine prochaine, quand ce sera fini, en fait, quand ce sera plus Voilà. utile, en C'est fait. ça. Merci, ça. merci Aurélie. Mais Donc, les courses, tu veux le programme des courses? Ah bah oui, maintenant le point météo est fini. Maintenant, donne-nous le programme, Aurélie, un programme royal. Hein. Un programme super. Ouais, avec 2 courses par jour, ça c'est bien aussi. On commence le vendredi, le 21 mars, à 13h30 avec le sprint masculin. Et on enchaîne à 16h15 avec le sprint féminin. On passe le samedi, avec la poursuite masculine à 13h45, suivi de la poursuite féminine à 15h50. Et donc on terminera le dimanche avec la Mastart féminine à 13h15, suivi de la Mastart masculine à 15h40. Et puis on espère une grande fête pour finir la fin de la saison et puis célébrer les retraités. Mais oui, forcément, ce sera une belle fête, Aurélie, et tu seras sur place. Hein. Je serai sur Donc- place. Donc si quelqu'un d'ailleurs écoute ce podcast et sera sur place, faites un signe. Hein. Oui, ceux qui vont te reconnaître hein, par ta Non, voix. mais faites un signe dans les commentaires et quoi que ce soit, et on peut conclure un point de rencontre. Évidemment, évidemment. Et Aurélie, on verra hein, pour le débrief comment on fera, si tu seras là ou pas. On s'adaptera. Ce serait quand même intéressant que tu sois là pour le débrief quand même d'Holmenkollen. Vu que tu seras, Ouais. Ça pourrait être quand même nous donner ton ressenti sur ces courses. Pour vous raconter la fête, c'est ça. Évidemment, évidemment. Ouais. En plus, on fera après des bilans de cette saison, donc on pourra peut-être plus rester dans l'émotion du moment sur le débrief d'Holmenkollen. Puis une analyse évidemment plus poussée sur les bilans d'Ameum par la suite. Bien, merci Aurélie déjà pour ce programme et point Je t'en météo. prie. Et ben merci à toutes les deux pour cet épisode. Je pense qu'on a été complet. Oh, je pense, ouais. Oh oui. Voilà. On est bien armés. Vous êtes bien armés pour attaquer la dernière étape de la saison. Donc malheureusement, voilà, la saison touche à sa fin. Encore donc 3 courses, 3 jours de compétition et on se donnera un rendez-vous d'ici quelques mois. Évidemment, vous aurez plein d'épisodes durant l'intersaison, mais voilà, 7 à 8 mois sans biathlon, ça va être très très long. On dit ça à chaque fois, donc voilà, et on tient le bout, on tient bon jusqu'à la prochaine saison et qui sera très passionnante, on le sait, avec les Jeux Saison olympique. Voilà, donc on a déjà très très hâte et malheureusement, il n'y aura pas le Martin Fourcade Nordic Festival pour faire patienter son mois de septembre. On le sait, hein, le show est annulé. Il n'a pas été retenu par la commune d'Annecy. Mais non, on va profiter
ces 3 derniers jours en Norvège et ça va être une très très belle fête. Encore merci Aurélie et Mila. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. On vous en remercie. À débattre, à réagir à nos différents sujets, débats dont on a abordé durant cette dernière heure. Encore merci à toutes les deux, merci à tous et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Salut tout le monde. Ciao.